Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir le chat. Je vois un nom que je connais là, dans le chat. Ah bah là, tu risques d'en voir quelques-uns. On est déjà 10, wow. Ouais, c'est cool, c'est bien. Donc, C'est qu'il y a des gens qui sont intéressés par le sujet, débuter en tant que MJ ce soir, alors du coup c'est cool. C'est bien. Ah bah clairement. Donc bonsoir pour ceux qui nous découvrent pour la première fois. Bonsoir à ceux qui découvrent aussi nos invités pour la première fois. Et il y a quelqu'un qui a follow pendant qu'on était en off aussi là. Pendant qu'on était en Oui. oui, merci à Ashbringer33 pour ton suivi. Merci à World Awakening pour ton suivi. Je l'ai croisé sur un des lives de Julien Devenir MJ qui faisait des maps pour lui. Très sympa. Ok. Et du coup, bienvenue à Drazel aussi. Spharos qui nous dit vos tronches sur grand écran c'est sublime. Ouais, 4 personnes magnifiques. Ah, là, Merci pour ton abonnement, Aspharos. Merci à toi et bienvenue dans l'équipe. Je te mets les droits. Ouais. Ah, Discordia, t'as oublié ta barbe. C'est vrai que là, tu es malheureusement entouré de poilus barbus. Là, c'est. Ouais, j'ai pas ma barbe pour être dans la commu là ce soir. Ah, il faudrait tellement que c'est une fausse barbe un peu kitsch. Ouais, j'ai souvenir d'une moustache dessinée fut un temps, mais. Oui, pour un live, je me suis dessiné une moustache pour faire un agent de police qui était aux frontières pour le jeu Paper Please. Enfin bref, voilà. Une sombre histoire, on n'en parle pas. Pour ceux qui l'ont peut-être remarqué, nous avons aussi un petit nouveau aussi qui vient d'arriver, Fumble. On ne sait pas d'où il vient, mais il est là. Alors, je me souviens que vous parliez d'un renard des fois dans le chat, peut-être que c'est lui, je ne sais pas. Mais maintenant, je pense qu'il sera à nos côtés avec Falcor, PJ et nous deux. Et ce soir, donc, avec vous aussi, du coup, n'oublions pas. Hop. Mel, penses-tu qu'il est temps de présenter l'émission ? Bien sûr, mon cher Lours, et je vais te laisser la joie de présenter ce deuxième épisode de Deletem Revenge. Très bien, je me mets quand même un tout petit texte pour éviter de perdre le fil, parce que là-dessus je suis un champion, Mel le sait. Hop là. Alors, bonjour et bonsoir et bienvenue dans Deletem Revenge. Cette émission, on revient sur un de nos anciens sujets avec des invités. Donc aujourd'hui, Discordia Galaxy et Cernant. Cette émission est garantie avec des sources non vérifiées, comme toujours. Pour nos amis qui nous regardent en VOD, n'hésitez pas, si vous souhaitez nous voir en live, à nous rejoindre un samedi sur deux à 21h pour les Délétermes. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Discord si vous voulez savoir pour la moindre petite émission qui sera pas programmée, vu qu'on se programme comme des schlags, Mel et moi. On reste dans la devise du punk at chill. Toujours. Exactement. Et Discordia et Cernant, je vous prie, je vous laisse vous présenter et je vous laisse vous battre pour savoir qui commencera. Bah, honneur aux dames, vas-y. Ouais, voilà, j'étais sûre, c'est toujours la phrase qu'on dit. Ah, sinon, je vais pas suivre mon côté féminin et commencer, hein, ça me dérange pas non plus. Non, J'ai non, moins à présenter que toi, donc. Non, vas-y. Alors, enchantée, bonsoir, moi c'est Discordia, ou Discordia Galaxy sur les réseaux plus communément. Et en gros, je suis sur Twitch depuis un peu plus de 3 ans. J'ai commencé par du jeu vidéo, mais j'ai un passif de joueuse de JDR grâce à l'homme avec qui je partage ma vie. Qui est donc cette personne à côté, qui est donc Cernant. Et il m'a fait découvrir le JDR il y a... 7-8 ans, 8 ans, quand en fait on s'est rencontrés presque comme ça, on va dire. Donc d'abord c'était le jeu vidéo, mais très vite il y a eu le JDR qui est arrivé. Donc voilà, ça va. On va dire que j'ai un background de JDR qui est plus récent que la majorité des gens. Je pense que ne serait-ce que vous deux et par rapport à Cernant. Et donc voilà, c'est moi la noob du groupe.
Mais folle que je suis, je me suis dit bah pourquoi pas faire une émission de JDR sur Twitch parce que je trouvais que c'était cool. J'ai découvert aussi tout ce qui est Actual Play via aussi même le joueur du grenier avec l'émission Aventure. Je pense que beaucoup de gens ont commencé aussi des fois comme ça. Et avec aussi Game of Roll qui est arrivé sur Twitch. Et vraiment, quand on a vu ça avec Cernan, on s'est dit incroyable. Ça donne trop envie d'en faire en live aussi. Moi, je voulais vraiment avoir le truc de pouvoir record de nos parties et de les garder en mémoire, de garder une trace de toutes les conneries qu'on raconte quand on est en JDR et le partager avec des gens s'ils ont envie de nous suivre dans nos délires. Et donc, ma chaîne Twitch s'est splittée en deux entre mes projets plus personnels, jeux vidéo ou autres, et le fait d'avoir créé l'émission Roleplay for Glory avec mon acolyte Cernan. Voilà, donc... Au départ, j'étais joueuse, mais maintenant, je suis MJ, justement, depuis très peu de temps, avec la campagne Shaokai. Mais on en parlera un peu plus tard, donc voilà. Je m'attendais pas à ce que tu fasses une présentation aussi complète. Je me suis dit ça va être vite fait comme ça après pour enchaîner. Mais non, regarde maintenant le pauvre, il est tout penaud, il sait pas comment il va se c'est bon, tu peux donner ta partie. J'ai du passif. Mais ça fait quand même 10 ans que tu joues au jeu de rôle, quoi, maintenant, quand même. Donc, presque 10 ans. Mais vas-y, présente-toi. Dis combien tu es beaucoup plus avancé que moi. Comment je suis un papy. Terrible. Et du coup, moi, c'est Cernan. J'ai commencé Twitch il y a pas très longtemps parce que depuis longtemps, j'en parlais avec Discordia qu'il faut que j'ai envie de jouer, de faire des lives, de partager des trucs, tout ça. De culture G plutôt orienté horrifique, tout ça, enfin culture pop des années 80, surtout 90. Et du coup, j'ai lancé la chaîne il y a pas longtemps et en parallèle, il y a 1 an ou 2 ans, 3 ans maintenant, peut-être maintenant, j'ai lancé un projet TikTok un peu avec les slides dont vous êtes le héros, j'ai appelé ça comme ça un petit peu. L'idée c'était de faire un peu un livre dont vous êtes les héros, mais comme c'est un PowerPoint, c'est un peu compliqué, quoi. Et puis j'ai abandonné le projet parce que ça prenait beaucoup trop de temps par rapport à ce que j'attendais derrière, et du coup je me suis dit mais en fait il faut que je fasse un visual novel ou un jeu, et en tant que procrastinateur professionnel, voilà, c'était compliqué. Déjà que faire une campagne c'est compliqué, j'ai un peu la flemme, donc bon. Et sinon du coup j'ai fait la première campagne héritage en actual play qu'on avait joué ensemble, et moi j'ai commencé le JDR quand j'avais 12 ou 13 ans, je me rappelle plus très bien. J'étais en colonie de vacances à l'époque, et ça remonte à 2002, 2003, quelque chose comme ça. J'ai découvert ça avec des règles à la va-vite, façon Donjons et Dragons, avec un mono qui a organisé ça parce qu'il pleuvait et on pouvait pas faire la sortie. Donc oui, il a fait des fiches personnages vite fait avec des coups de dés. Et je suis tombé amoureux du jeu de rôle comme ça. J'ai mon imaginaire, déjà quand j'étais gosse, j'aimais imaginer des mondes. Et là, je me suis dit, c'est incroyable ce truc. En rentrant chez moi, je me dis, il faut que j'en fasse. Qu'est-ce que c'est ? J'ai retenu le mot Donjons et Dragons. Je suis allé dans une vieille boutique qu'on avait en Normandie, et je me suis dit, vas-y, il faut que je trouve des livres de ce truc-là. Et c'était dans une toute petite boutique, toute fermée, avec plein de bouquins partout, tout entassé. Je lui dis, vous connaissez ça ? Il me dit, oui, presque comme Falcor, dans façon l'histoire sans fin, où quand tu rentres dans la bibliothèque, tu arrives dans un coin un peu renfoncé de la boutique, et il te montre des livres de Donjons et Dragons. Je vois ça, je vois le prix, je fais 45 €. J'avais 5 € d'argent de poche par mois, je me dis, bon, ça va être compliqué. Du coup, j'y suis retourné dès que j'ai eu de l'argent pour mon anniversaire, et j'ai acheté mon premier livre comme ça. Et j'ai fait jouer les copains qui connaissaient pas du tout, et donc les scénarios de quand t'as 12-13 ans avec les demi-heures Pikachu, j'ai commencé comme ça, quoi. En vrai, on n'a pas donné notre expérience de jeu de rôle à tous les deux. Mel et moi, on a quasiment le même temps, c'est juste qu'on ne s'est pas connus dans cette période-là. Mais respectivement, lui et moi, ça fait 13 ans qu'on est rôliste cette année, du coup. Ouais. Bon anniversaire. Cette année, ça fera 14. Moi, j'ai commencé en 2011. Aussi. C'est vrai, moi j'avais 12 ans quand j'ai commencé, mais ouais, moi ça va faire 13 ans du coup. Moi, je passais le bac. Ouais, voilà. Moi je découvrais ce que c'était la 5e. Terrible. Du coup, si t'as commencé le JDR en 5e, t'as commencé à peu près au même âge que moi j'avais, finalement. Exactement, on a à peu près la même expérience. Quand j'écoutais, je me disais, je connais.
Donc oui, pareil, j'ai commencé avec une espèce de version de Donjons et Dragons, et en fait, moi, j'ai déjà commencé à tenter de créer mon propre système de jeu, à le présenter, et Alors, moi, non, voilà. c'était la 3.0. C'était compliqué de trouver d'autres bouquins dans Ouais. les années 2000. Et comme j'avais le même cercle d'amis, en fait, je suis resté toujours sur le même système de jeu. Et il y a que assez récemment, à peu près quand j'ai rencontré Discordia, que j'ai commencé à m'intéresser à d'autres systèmes et puis à me détacher du cercle d'amis avec qui je jouais, puis à jouer avec d'autres personnes. Et puis derrière, ça s'est déroulé comme ça, quoi. Bah, en fait, il a rencontré la meilleure joueuse de JDR de toute sa vie et il s'est dit c'est bon, voilà. Il est temps de passer au charbon. Ouais, voilà. Exactement. On va passer aux choses sérieuses On va maintenant. passer la vitesse, là, c'est bon. Donc du coup, débuter en tant qu'MJ, on va avoir des parcours assez différents. Discordia et moi, qui elle a découvert le jeu de rôle assez tardivement. Dans son âge, du coup, tu étais déjà adulte, en gros, c'est ça que je veux dire. Donc tu as eu une approche plutôt... Toi, de toute façon, je vais pas faire le discours à ta place, mais t'as un peu commencé avec le théâtre aussi, donc c'est un peu du jeu de rôle quelque part. Bah, en fait, non, c'est surtout que moi je dirais qu'en dehors même du temps, parce que au final, vous dites que vous avez commencé il y a 13 ans et moi j'ai commencé il y a presque 10 ans justement comme discernant, donc je suis pas si éloignée que ça, mais je pense quand même qu'en termes de nombre de parties jouées, d'exploration des univers, connaissance de tout ce qui est possible, de tous les univers qui existent, les règles, les différentes... Enfin voilà, j'ai pas acquis une immense connaissance dans tout ça en presque 10 ans. Au final, je suis restée très en surface, et ce qui fait que même s'il y a du temps qui s'est écoulé, je reste quand même très noob dans mon approche. Mais je pense que ça fait partie d'une force que j'ai aujourd'hui en tant que MJ débutante, justement. Parce que j'ai cette approche plus superficielle et qui fait que j'ai une vraie envie de faire découvrir le jeu de rôle de manière ludique et très simple. Très simplifié pour que les gens puissent se raccrocher à des trucs très basiques et s'y intéresser même si ils connaissent pas du tout, même pour eux si ça leur paraît obscur les règles, tout ça, parce que vu que moi j'ai pas approfondi tout ça, moi je ne fais que retranscrire ma vision du jeu de rôle, en tout cas les connaissances actuelles que j'en ai, et voilà, moi je connais pas le livre de règles de Donjons et Dragons, je le connais pas par cœur. Bon, il y en a pas non plus tout le monde qui le connaît par cœur, mais je veux dire, vraiment, je l'ai jamais feuilleté, moi. Je sais même pas, enfin, j'ai les connaissances qu'on m'en a données quand on m'a dit, tiens, vas-y, fais un perso, mais j'ai les connaissances hyper basiques. Je serais incapable de calculer moi-même mes stats ou des fois mes jets d'attaque ou autre parce que je suis trop nulle pour faire tout ça. Et donc voilà. Mais c'est vrai que j'en ai une approche plus superficielle et aussi vu que il y en a qui le savent s'ils me suivent sur les réseaux, mais vu que je suis comédienne, effectivement comme discernant, mon métier de comédienne prend aussi énormément de part sur ma manière de jouer et de vivre le JDR à travers aussi justement le RP, et je me focus énormément sur ça vu que je sais que c'est ma force. Voilà. Je vais rebondir avec ce que dit Nidili dans le chat. J'aime pas des DND. En fait, j'aime pas DND non plus. C'est juste que, comme c'était ma toute première approche de jeu de rôle, t'as forcément un affect particulier avec ça parce que c'est ça qui t'a ouvert la porte et qui t'a ouvert le champ des possibles. Et comme j'y ai joué avec quelqu'un qui avait pas le manuel sur lui la toute première fois, quand j'étais jeune, et que du coup pour nous expliquer les règles c'était impossible. Les personnages, pour faire les vrais stats du personnage, t'avais juste les stats force, dextérité, tout ça, t'avais pas toutes les compétences, il avait pas tout par cœur, il avait juste fait des grandes lignes, donc c'est que quelque part c'était un bon maître du jeu puisqu'il s'est adapté à des enfants, quoi. Complètement, et en total impro. En total impro. Et du coup, c'était une histoire très simple, mais ça a suffi pour faire travailler l'imaginaire. Et du coup, moi, quand j'ai acheté le bouquin à 12 ans, j'ai lu le bouquin, j'ai compris la moitié des règles. C'était la 3.0 en plus à l'époque. C'était juste avant la 3.5, donc. Ouais. C'est elle qui a causé le fait de devoir faire une 0.5. Parce que c'était catastrophique. Ouais. Voilà. Donc moi, du coup, j'avais le guide du joueur 3.0 et un an peut-être après ou quelques mois après, je me suis acheté le bestiaire, le bestiaire, je pense, de la 3.5. Donc c'était pas les mêmes règles, mais de toute façon, au final, quand j'ai vu les règles, j'avais la flemme d'apprendre les règles, ça me saoulait. Moi, je voulais juste raconter des histoires et déconner avec les copains. Ouais. Et comme dans le guide du joueur, t'as pas l'univers qui est développé, tu fais avec les 12 dieux qui te mettent dedans, les 3 monstres, et puis tu te débrouilles avec ça, et après c'est ton imaginaire qui fait le taf, quoi. En tout cas, merci Zailu pour ton follow, et bienvenue, j'espère que le stream va te plaire.
Par rapport à ce que tu disais, Discordia, là j'y pense. Je pense pas que tu disais que tu avais des connaissances superficielles, c'est surtout qu'en fait tu avais des connaissances de joueurs ou de joueuses en fait. Il y a beaucoup de gens Oui. qui sautent pas forcément le pas du côté MJ. La majorité des gens en fait sont joueurs de jeux de rôle avant d'être MJ. On est nombreux, mais on doit être, je pense, les MJ, 30 à 40% de la communauté de jeux de rôle, je pense. Donc, pour moi, c'est pas que tu avais une connaissance superficielle, c'est que tu avais la connaissance de joueuse et tu as pris le pas, par contre, de tenter le côté MJ et de voir. Alors, oui, par contre, tu es beaucoup plus débutante. C'est sûr que des personnes qui, comme moi, ML, dès qu'on a découvert, on a dit MJ de suite. Mais voilà, pour moi, tu as déjà justement des bonnes bases parce que j'ai regardé du coup Shao Kai et moi, je trouvais que tu te débrouilles très très bien en tant que MJ, donc il n'y a pas de problème. Pour vous remettre dans le contexte, Shao Kai est du coup l'actual play qui est du coup dirigé et masterisé par Discordia, dans lequel on retrouve Cernan et 2 autres joueurs incroyables dans une petite aventure mêlant des animaux à forme humanoïde au caractère bien trempé ou absolument mignon, ça dépend lesquels, dans une aventure absolument chaotique et très sympa à regarder. Bah, merci pour pour tous ces compliments et cette jolie description. Alors effectivement, de base, en fait, je pense que c'est ça aussi qui se retransmet un peu par rapport à ce que tu dis, l'ours. Mais en gros, le fait que oui, j'ai pris le pas de m'intéresser au fait d'être MJ. C'est aussi passé par le fait que, avec Cernan, j'ai découvert le fait on pouvait se désolidariser complètement d'un bouquin pour créer un univers de jeu de rôle. Et qu'on pouvait faire ses propres règles. Et c'est un très bon conseil à donner aux jeunes MJ, justement. Voilà. Et en fait, quand j'ai vu que Cernan, en fait, au départ, on jouait à D&D, après on a fait du Pathfinder pendant quelques parties, et en fait, je trouvais que c'était hyper contraignant, et je vais dévoiler quelque chose, mais en gros, Shao Kai n'est pas mon premier JDR en tant que MJ. Oui, voilà, donc ce n'est pas mon premier. Et en fait, je me suis confrontée à un problème, c'est qu'il y a quelques années, j'ai voulu diriger une partie à une campagne Pathfinder. Et donc j'ai acheté vraiment la campagne, j'ai acheté le bouquin et tout machin. Et en lisant le bouquin et tout, je commençais à me plonger dans l'histoire. Alors je trouvais que l'histoire était hyper intéressante. Mais par contre, tout ce qui était règles, les jets, les machins qu'il fallait mettre à tel endroit pour que tes joueurs ils avancent et tout machin, c'était pas fluide. Il y avait la moitié des trucs que je supprimais ou que je transformais en autre chose parce que c'était hyper contraignant. Et puis même, ça rendait les sessions à rallonge. Ça faisait que t'avais des combats qui duraient 1000 ans. Et en fait, je passais mon temps, je perdais un temps fou à essayer de transformer une campagne déjà écrite pour la rendre vivable, jouable. Parce que vraiment, c'était trop. C'était beaucoup trop. Et moi, en tant que vraie MJ débutante, juste avec des copains et qui acceptent de me suivre là-dedans, j'ai senti vraiment la difficulté de me confronter à ce truc-là, d'un bouquin qui te dirige. Alors certes, c'est cool, t'as tout déjà décrit, mais par contre, en fait, les règles et tout, au bout d'un moment... t'es là, tu te dis, mais je vais jamais en finir. On y est dans 6 ans encore, là, dans la campagne. Et donc, voilà. Enfin, ça s'est arrêté très rapidement, cette campagne, on s'est arrêté même pas au bout d'1 chapitre et demi et de ce qui était censé être le bouquin entier. Et pour moi, c'était vraiment un désastre et une frustration d'être passé par là. Et ensuite, on est passé donc de D&D à Pathfinder et ensuite Cernan a commencé à me dire « Non, tiens, j'ai envie de faire mon propre univers, j'ai une idée, j'ai des trucs en tête ». Et en fait, il a commencé à écrire son propre lore, son propre univers, et à faire des règles hyper simples. Les règles basées sur le basique, en fait, le basique d'être 100. Et c'était trop bien. Pour moi, j'ai découvert le fait de me dire « Ah putain, ça y est, on peut jouer ». On peut vraiment jouer, on arrête de calculer pendant 6 ans, on peut s'amuser, on peut RP, on peut réfléchir, on peut explorer et on ne passe pas 1000 ans à dire « Attends, non mais là j'ai telle stat à tel endroit, mais je peux pas faire ça, alors ok ». Donc en fait ça te contraint constamment, tu peux pas RP, tu peux pas t'amuser, tu peux pas te laisser aller à ta créativité. Et en fait, concernant à lancer ça, j'ai dit « Ok, un jour je ferai ma campagne aussi dans un univers full original ». Et c'est là que
quand il a créé le monde d'héritage, que je me suis dit c'est bon, c'est le bon moment et je peux faire Shaokai dedans. C'est tout à fait adapté à ma manière de voir les choses et de jouer. Mais j'aurais été, je le dis, je suis très honnête, je suis incapable de faire ce que fait Cernan en création de world building, tout ça. Moi, j'aurais pas pu faire ça. Je trouve que ce qu'il a fait, justement, moi, ça me permet de laisser aller ma créativité parce que c'est très simple ce qu'il a créé. C'est très vaste. Mais voilà, le point de départ que lui, il a eu de créer tout ça de A à Z, moi, j'aurais pas pu le faire. Et voilà. Tu remontes un point qui est assez intéressant, et on va peut-être rebondir dessus. C'est donc, tu parles du coup du fait de simplifier les règles ou de les adapter pour fluidifier une narration, donc plus une vision narrativiste du JDR. C'est ça. Et cette dernière s'oppose à la vision simulationniste. Et pour avoir fait pas mal de festivals et pour avoir rencontré pas mal de rôlistes, il se trouve que c'est aussi une vision qui est extrêmement courante, cette vision simulationniste, Ouais. très basée. Et c'est un truc, c'est un truc que je remarque, je te laisse la parole juste après. Pas de souci. Les personnes qui sont actées dans un milieu plus créatif, qui vont être dans des travaux plus créatifs, que ce soit du dessin, que ce soit de la sculpture, divers arts, du comédien, du théâtre, des choses comme ça, vont souvent être axées sur du narratif, là où des gens qui ont été éduqués et plongés dans un univers plus scientifique, plus strict, vont avoir tendance à aller plus vers du simulationniste. Est-ce que tu peux me préciser simulationniste, ce que tu veux dire par là? C'est exactement ce que tu décrivais qui t'embêtait dans Pathfinder et D&D. Beaucoup de choses vont être détaillées jusqu'au moindre caillou dans ta chaussure, pour savoir que si tu as un caillou dans ta chaussure, tu as un malus de -2 sur ton jet d'orientation sur ton chemin. Rêve de dragon qu'on a acheté, par exemple. Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Voilà, et nous, Rêve de Dragon, c'est un plus pour nous, une excellente rêve, parce qu'on connaît une personne qui fait une web série Rêve de Dragon, qui est MJ du coup Rêve de Dragon. Lui, quand il arrive, le système de jeu a beau être compliqué et tout ça, il te fait vivre une telle expérience. Il arrive, la table, il a besoin de 3 tables côte à côte pour juste déployer ses énormes maquettes. Il avait une fois venu avec une maquette avec un dirigeable et tout. Le truc, il est incroyable. Il te fait vivre une expérience. Il a une tchatch, il a une capacité à rebondir sur ce qui se passe. Il joue avec toi, il prend ce que tu lui donnes. Là, c'était juste incroyable. Et quand tu lis le livre Rêve de Dragon et que tu vois les règles, t'es en mode... J'aimerais bien rebondir sur ce que tu dis. Alors déjà, excuse-moi de t'avoir coupé vite fait, parce que je vais avoir tendance à le faire. N'hésite pas à me rembarrer si je le fais. Donc, Pas grave, je peux te mute. Ok, très bien. Tu as le pouvoir. C'est un dictateur, attention. Je l'ai toujours dit. Et du coup, par rapport à ça, en fait, oui, je suis d'accord. En fait, il y a différents types de MJ. Déjà, c'est dur, déjà de débuter en tant que MJ. Je voudrais aussi réagir avec plusieurs choses qui ont été dites dans le chat. Par exemple, quelqu'un qui disait que Donjons et Dragons, il y a de plus en plus de gens qui aiment pas. Alors, je peux comprendre, mais c'est parce qu'il y a l'aspect, les gens découvrent le jeu de rôle par Actual Play. Et du coup, c'est l'accent qui est sur la narration. Et quand tu es plongé dans les règles, c'est compliqué. Ouais. Et donc... je vais avoir plusieurs sujets en même temps, désolé. Donjons et Dragons, moi, ce que j'ai adoré quand j'étais gosse, quand j'ai commencé le truc, c'est que tu ouvres le livre du joueur. Quand tu as vraiment envie de jouer, que c'est pas un pote qui te force un peu la main, tu ouvres le truc, tu te dis, quoi, je peux choisir toutes ces races-là, toutes ces classes-là, je peux devenir un samouraï et tout. C'est ton premier guide, en fait, dans l'univers. Quand t'es pas habitué à tout gérer toi-même, tout comprendre, parce que quand même, c'est une boîte de Pandore, le jeu de rôle, hein, quand tu l'ouvres, c'est vraiment une infinité de choses, quoi. Oui. Et du coup, moi, j'ai eu un émerveillement là-dessus quand j'ai découvert la création de personnages de Donjons et Dragons. On passait des heures, des après-midi avec les copains à créer des persos qu'on jouait vite fait, qui mouraient au bout de 2 secondes parce que on était nuls. Et puis, on faisait 5-1 d'affilée. On savait, et comme à 13 ans, ta capacité d'improvisation, ça reste limité. Tu te dis, tu perds 10 dents, tu perds une jambe. Enfin, bon, voilà quoi. Donc, t'avais du mal à gérer l'imprévu. Et du coup, c'est par rapport à l'aspect narrativiste, ce que tu dis, c'est qu'en fait, il y a différents types de MJ, et moi, je me suis découvert justement plutôt MJ narrativiste quand je me suis détaché de Donjons et Dragons, parce que c'était la facilité, je connaissais les règles par cœur, j'avais pas forcément envie d'aller vers autre chose et de me challenger sur autre chose, et de réapprendre. En fait, après avoir affronté les livres de règles, j'avais pas envie de me confronter à ça avec un autre jeu de rôle.
avant que je me renseigne par moi-même et puis que je me rende compte que finalement c'est pas si complexe que ça. Et j'avais pas envie de me confronter à ça, et quand j'ai réussi à m'en détacher, c'est là que j'ai découvert ma propre manière de maîtriser, qui est plutôt orientée narrativiste, et j'ai complètement gommé tout l'aspect combat, parce que au final, quand je faisais des combats avec les joueurs, je me faisais chier pendant 1 heure. Alors eux, ils étaient heureux parce qu'ils avaient optimisé leur personnage, mais moi, c'était pas ma cam. Par contre, j'ai déjà joué avec des maîtres du jeu qui, eux, maîtrisent complètement l'univers du jeu de rôle, et qui maîtrisent complètement les règles, et en fait c'est presque transparent pour le joueur, parce qu'il n'a pas à gérer tous ces aspects là, tu jettes juste un dé, et à la limite le maître du jeu il calcule quasiment toutes les stats, et puis t'as rien besoin de faire, quoi. Mais il faut tomber sur quelqu'un de vraiment passionné, et comme tu dis, il ramène sa maquette, il ramène ses pièces toutes peintes et tout, le travail qu'il y a derrière, c'est assez impressionnant. Mais moi, j'arrive pas à faire ça. M'adapter à un univers déjà construit, je suis obligé de créer quelque chose pour pouvoir avancer. Je suis pareil. Et justement, je vais rebondir. À un moment, Discordia racontait que tu lui as expliqué justement que faut pas forcément se fier au livre. Et nous, c'est quelque chose qu'on n'arrête pas de dire depuis qu'on a commencé cette émission, c'est que le livre de jeu, peu importe que ce soit le livre de bestiaire, le livre de règles, de joueurs, etc., ce n'est que une piste et un guide. Ce n'est pas quelque chose de fixe. Vous pouvez l'adapter, vous pouvez faire comme vous souhaitez avec. Ce n'est pas quelque chose de figé dans le temps. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs autant de règles homebrew de Donjons et Dragons qui rendent parfois le homebrew meilleur que les versions originales de Donjons et Dragons. Autre chose qu'on raconte aussi souvent, qui peut des fois être très limitant pour la narration, et ça c'est plutôt quelque chose en effet qu'on va voir vers les MJ plutôt tourné narration que wargame ou mathématiques et tout, c'est tout simplement ignorer les G2D. Pas toujours mettre en place, allez, si dans cette situation le personnage il est médecin, juste soigner une petite égratignure, on va pas lui faire un jet de dés, il va pas aggraver un petit bobo. On essaie nous le plus possible, quand on voit que c'est pas forcément nécessaire, de pas mettre de jet de dés, parce que justement c'est pas forcément tout le temps nécessaire. Si on veut laisser plus place à la narration, un jet de dés échoué, ça peut tout briser. Par exemple, il y a une piste que vous voulez faire absolument trouver dans une enquête et vous n'avez pas prévu comment faire pour que les joueurs s'en sortent. Le faites pas tirer au dé, trouvez d'autres moyens de le faire découvrir, bien plus simple, sans jet de dé. Ouais, faut que le jet de dés il aide le joueur. Si jamais il a une envie de faire quelque chose et qu'il le justifie par un roleplay ou autre. Alors moi c'est ma manière de faire, parce que je peux comprendre aussi que tu as envie de faire jeter un dé, etc. Mais ma manière de faire, c'est soit le dé il te sert à mettre du chaos dans ta partie et du coup ça rajoute quelque chose de fun, soit le jet de dé il te sert en mode ultimatum, les joueurs sont vraiment perdus et toi ça te donne une manière de les aiguiller pour la suite. Que ce soit s'ils n'arrivent pas à faire une quête principale, tu leur dis la porte, je sais pas, j'invente, mais il fallait trouver un contact dans un concert ou autre. Le concert est fermé, vous pouvez pas y aller si le jet de dés est raté et qu'ils n'ont pas su trouver comment entrer. Le concert est fermé et porte close, démerdez-vous autrement, quoi. Et derrière, ils partent sur une autre solution, quoi. Le truc qu'on met très fréquemment nous en place, c'est la distinction entre moment de stress, moment calme, dans lesquels les compétences des joueurs dans les moments calmes ne nécessitent pas de jet de dés. Parce que ils ont le temps de faire les choses, t'as le temps de te poser, t'es pas. Par contre, dans une situation plus stressante, là, il va falloir qu'on se base du coup sur l'aléatoire qu'il peut y avoir lorsque on commence à être stressé. Dans la vie réelle, c'est la même chose. On a beau avoir fait quelque chose 250 fois, bien le maîtriser, si on le fait avec un couteau sous la gorge, il y a des chances qu'on soit un peu moins bon. C'est ça. Si on reprend l'exemple du médecin qu'on a dit tout à l'heure qui soigne le petit bobo d'un allié, là, si par exemple il a un allié qui s'est fait une blessure extrêmement grave, ça saigne à fond, là, pour mettre de l'enjeu, ça peut être très intéressant en effet de mettre un jet de dés, parce que ça représente le personnage qui est en stress, qui justement est dans une situation complexe, il est dans la nature avec son couteau et ses organes génitaux, pour rester poli, et il essaie de sauver son pote. Là, je peux accorder en effet qu'il y a un jet de dés, parce qu'il y a le stress, il y a la situation, il y a la sève là-dedans qui permet justement de rendre le jet
hautement sous tension. Par contre, oui, il y a des situations, c'est soit je considère que le personnage a la compétence assez développée, genre il y a un forgeron, il veut déterminer de quoi est fait l'arme, s'il a une très bonne compétence de forge, je lui dis allez c'est ça sans faire de jet parce qu'il a une très bonne compétence. Quelqu'un par contre qui va être plus mauvais aussi, par contre là tu peux lui faire jeter en mode ah peut-être que tu as entendu de quel alliage est fait la lance de ce soldat, tu vois, ça peut être des choses comme ça, il y a vraiment pas forcément besoin. Exactement. Et je trouve que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que les règles, c'est un vrai support mental. Parce que, moi, je sais je pense quand tu débutes en tant que maître du jeu, surtout si t'as jamais eu trop d'expérience en tant que joueur ou que t'as eu des mauvais MJ, ça peut arriver aussi et que t'as des mauvaises références, on va dire. Eh bien, les règles pour toi, c'est un support pour te dire, je sais pas comment gérer cette situation d'imprévu. Les règles sont là pour m'aider. Et du coup, je peux comprendre l'envie, mais en réalité, c'est là que fait sens du coup les premières terminologies de maître du jeu, c'est qu'en fait, t'es un arbitre, quoi. Tu décides de telle ou telle chose. Mais bon, je peux comprendre que ça soit compliqué de se détacher d'un livre de règles, quoi. C'est un parachute en vrai, c'est réconfortant et c'est rassurant. La capacité d'improvisation, déjà tout le monde l'a pas, faut dire ce qui est, c'est pas quelque chose où tout le monde est très très doué forcément de base, il y en a qui le sont, d'autres non, ça s'apprend heureusement, c'est un talent qui se cultive, mais oui clairement si t'as un peu peur que tu sais pas où aller, le livre de jeu ça te cadre, et justement comme je le dis, c'est juste un cadre, et un cadre l'avantage c'est que tu peux l'agrandir et à force de l'explorer. Ou le rétrécir, tout à fait, en fonction de tes besoins et de ce que tu veux. C'est pour ça qu'on le dit depuis le début, que le livre de jeu, ce n'est qu'un guide, rien de plus, rien de moins. Ce n'est pas une obligation. Et c'est quelque chose. Et c'est là où il y a quelque chose de génial, qui est maintenant facilement disponible pour la plupart des gens. Et quand on a commencé, nous, c'était plus compliqué. Ça va être tous les logiciels de tabletop. Ils vont du coup avoir des systèmes qui sont déjà intégrés. Dans tes calculs, ils te font les trucs, ils te font... voilà, tu te simplifies la vie sur le calcul des dégâts. Enfin, tu lances ton attaque, tu cibles ton adversaire il perd les points de vie, ça calcule automatiquement, ça dit t'as réussi, t'as échoué. Complètement. 5 minutes économisées. C'est ce qu'on utilise nous là pour Héritage et Shaokai. En gros, c'est nous on a Let's Roll, qui est donc la plateforme où on a rentré. Cernan s'est occupé de coder la page de stats pour adapter à son univers à lui, qu'il a créé avec ses stats à lui. Et puis maintenant, franchement, n'importe qui, même n'importe quel plus gros noob de l'univers, on lui montre juste la page. Faut juste lui apprendre à utiliser. Franchement, si quelqu'un sait utiliser un site internet, il peut y arriver, quoi. Il y a juste à cliquer. T'as juste à dire, ok, attends, c'est où persuasion? Je comprends pas où c'est. Enfin, voilà, c'est tout. C'est le maximum de temps que tu vas perdre pour lancer ton dé. Et puis, il y a écrit échec, c'est hyper lisible. Enfin, les joueurs, ils savent tout de suite ce qui leur arrive ou pas, quoi. Mais ça c'est bien, ça fait vraiment gagner du temps parce que tu perds tellement en immersion et en RP quand tu dois être là en mode ah mais il y a le +1, j'avais oublié. Voilà, donc très très bien, effectivement. C'est un vrai conseil que je vous donne, parce qu'en plus ça vous permet aussi de faire des tapes en distanciel qui facilitent aussi la gestion de regrouper, qui n'est pas toujours facile. Et de prendre aussi le temps de commencer à maîtriser un petit peu les règles, comprendre comment ça fonctionne. Ça laisse un peu plus de temps et ça permet de lancer une table plus rapidement après avoir découvert un JDR, soit en regardant un live, soit en regardant une vidéo, soit en ayant participé à une table test et en s'étant dit ouais c'est pas mal cet univers, j'ai bien envie d'essayer, et ça te procurer le PDF et tout ça. Mais du coup ces logiciels, il y en a beaucoup qui sont gratuits maintenant. Let's Roll, je sais que globalement tu peux t'as ta version gratuite que tu peux utiliser et avoir quand même pas mal de choses dessus. T'as Roll20 qui est gratuit avec des modules payants, mais pareil, dans la version free, t'as moyen de faire plein de choses et d'avoir plein de systèmes de jeu. Et avec juste ces deux-là, t'as moyen vraiment de jouer pendant des mois et des mois, le temps de voir si c'est vraiment quelque chose où tu veux aller plus loin, quoi, et investir un petit peu dedans après. Franchement, la seule contrainte que j'ai moi avec Let's Roll, c'est que dans la version gratuite, c'était l'espace de stockage. Et vu que j'ai des maps et que j'utilise aussi des vidéos qui... En gros, j'utilise différentes typologies de visuels, parce que moi, par contre, justement, ça, on peut en parler aussi, mais moi, je suis très partisane d'avoir des visuels. Je sais que le théâtre mental, c'est la base,
base, mais je trouve que moi, ça me fluidifie énormément mes parties quand je n'ai pas à expliquer, entre guillemets, trop en profondeur. Ou sinon, même si j'explique, des fois, j'ai l'impression que mes joueurs vont passer à côté de tellement de choses parce que peut-être il y en a un, il va visualiser quelque chose et l'autre autre chose. Et là, au moins, ça permet de recentrer sur un truc, même si c'est juste une image, un château, quoi, machin. Mais au moins, ils partent au moins dans une direction ensemble qui est similaire. Même si moi, après, je raconte, voilà, j'essaye de détailler au maximum ce qui se passe, l'ambiance et tout. Mais voilà, donc c'est vrai que voilà, Let's Roll, et je pense que Roll20 aussi, c'est le côté stockage. Quand tu veux avoir des visuels, vraiment faire des trucs jolis, l'abonnement, il était obligatoire là. Mais sinon, ouais, en free, c'est totalement faisable. En prix pour commencer, c'est nickel. Le vrai conseil que je donne, moi, et un que j'adore et qu'on utilise, c'est Foundry. Parce que Foundry, tu as la possibilité que les joueurs se connectent et que sur ton PC directement, c'est toi qui héberge, ils se connectent à distance une fois que tu as ouvert un port sur ta box. Mais du coup, ton espace de stockage, c'est ton PC. Voilà. Ouais. Ah ouais, c'est bien ça. C'est vraiment pratique. Après, il est possible aussi de prendre des serveurs en ligne pour pouvoir héberger si tu veux que ça tourne en permanence. Si tu veux l'avoir en permanence, si tu n'as pas la possibilité de l'héberger ou si tu n'as pas envie d'ouvrir un port sur ta box, c'est aussi compréhensible. Mais derrière, voilà, ça je le trouve très sympa parce que quand tu fais ça, tu travailles sur ton PC, tu prépares tes docs, tu prépares tout ça, tu n'as pas à les transvaser, tu n'as pas à tout refaire. Tu as accès direct dans tes dossiers, c'est la même arborescence, tu t'y retrouves, c'est très pratique, je trouve là-dessus. Ouais. En plus, je me rends compte, tu parlais de la difficulté sans avoir de support visuel. En fait, ce qui est cool, c'est que dès les débuts du jeu de rôle, ça existait. Tu avais déjà des maps quadrillées dans les toutes premières versions de Donjons et Dragons, justement, pour t'aider à représenter les donjons, les couloirs. Donc, en vrai, c'est quelque chose qui existait déjà. Et aujourd'hui, grâce à justement toutes les options qu'on a de jeux de rôle en ligne, avec les battle maps et tout, maintenant, c'est quelque chose qui s'est ultra développé, ultra diversifié et qui aide beaucoup. Ouais, c'est assez impressionnant. En fait, je suis tout à fait d'accord. Justement, en fait, le fait d'avoir des maps et les grilles et tout, c'est hyper important. Mais pour moi, ça rejoint justement le fait d'être un MJ et d'apprécier plutôt la simulation, comme tu disais, Mel. Enfin, c'est ça, c'était simulationniste. Oui, simulationniste. Voilà. Pour moi, pour moi, le fait d'avoir des visuels, c'est plus proche de ça parce que t'es obligé d'avoir un cadre physique avec les cases pour pouvoir justement compter les distances, etc. Alors qu'en fait, quand tu es MJ plutôt basé sur la narration, tu pourrais totalement t'en libérer de ces visuels-là. C'est ça l'avantage aussi. Quand tu es... en fait, tu peux y aller avec 2 bouts de papier, comme tu dis, ton appareil génital et ton couteau. Tu peux y aller comme ça. Et en fait, il suffit que tu aies une bonne idée, une histoire. Tu peux faire un JDR totalement. T'as juste des dés avec toi et... enfin bref, pardon, je me suis auto-trigger. Et non, mais voilà, en gros, c'est vrai que pour moi, ça pourrait paraître un peu incompatible de dire d'accorder autant d'importance au visuel. Mais personnellement, j'ai remarqué que quand t'as des joueurs qui sont plus ou moins à l'aise avec le RP, plus ou moins à l'aise avec le JDR, c'est toujours un plus d'avoir des visuels, même si c'est pas là pour donner un cadre justement de statistiques ou autre, mais juste en termes de narration et d'immersion. C'est tout con, mais ça te facilite la vie en tant qu'MJ, tu te reposes là-dessus et tu sais qu'au moins tes joueurs ils vont pas partir dans tous les sens à imaginer des trucs improbables et ça n'empêche en rien leur créativité, au contraire. Moi je trouve que la créativité peut davantage s'étendre quand elle est mise avec une contrainte. Parce que quand on part de zéro, souvent, on a tellement de possibilités qu'on ne sait pas vers quoi aller. Alors que... Je pense que c'est une question d'habitude aussi, parce que quand tu es habitué à jouer d'une telle manière, après, tu adoptes certains réflexes liés à ton propre style de jeu, avec le MJ que tu as l'habitude de jouer, ou les joueurs avec lesquels tu as l'habitude de jouer. Par exemple, moi, quand j'ai commencé, on n'avait pas de feuilles quadrillées. Enfin, je racontais vite fait les histoires, déjà on finissait jamais de scénario, c'était juste au début, on faisait les conneries à la taverne presque, et puis on allait choper le premier gobelin, puis il était 18h le soir, il fallait rentrer chez papa-maman, quoi. Donc jamais on finissait les parties. Et justement, en fait, tout ce théâtre mental-là, j'avais des copains qui étaient plus ou moins à l'aise avec l'imaginaire. Et derrière, en fait, chacun se créait son propre imaginaire. Et
Après, on va en discuter parce que ça dépend aussi du cadre actual play et le cadre entre copains, quoi. C'est quand même Oui. des différences. Et en fait, chacun avait son imaginaire et chacun apportait une brique supplémentaire parce que lui, il visualisait la scène pas tout à fait pareil. Bon, après, sur du plus long terme, j'ai des copains qui ont lu le livre de règles et derrière qui se sont mis à dessiner les cartes pour faire les donjons, etc. Parce qu'ils avaient, eux, justement, cette envie Warhamesque, je vais dire, parce que eux peignaient les figurines, ils jouaient à ça dans un Games Workshop, et du coup, eux, ils avaient cette envie là derrière. Et en fait, moi, j'avais un décalage avec eux, c'est pour ça qu'à plus tard, je me suis décalé vis-à-vis de ça. Et je rebondis, il y a plusieurs messages dans le chat qui sont intéressants. Zaliou qui dit je pense qu'au début, quand t'es MJ, t'auras tendance à faire des faveurs aux joueurs si t'as pas de règles. Soit ça, soit l'inverse. Il y a les MJ qui ont le réflexe cathédrale, et si justement les joueurs font trop les conneries, t'as la cathédrale qui tombe du ciel pour les écraser, quoi. Complètement, ouais. Je pense que ça c'est plus une question de personnalité. Il y a autant de MJ qui font du trop facile que du trop difficile. J'ai un pote, par exemple, tu lui laisses improviser, il va t'atomiser parce qu'il interprète toujours les règles de la manière la plus difficile possible, et ta partie se finit avec tout le monde qui est mort. Là où moi, je sais que si je mets pas un peu de règles et que j'ai complètement improvisé un truc, ça sera trop facile. Mais en même temps aussi, on n'a pas la même façon de faire, lui et moi. Où, en effet, j'aime bien mettre un peu de... Moi, je suis un peu l'entre-deux, tu sais, du simulationniste et du joueur. J'aime autant les jeux de rôle où tu as des fiches très techniques et des moyens de faire des persos très complets et tout, etc., en termes de système de jeu et de combat, que des grandes scènes RP, des grands moments de fun, etc. Donc moi, je suis un peu le MJ avec le cul entre deux chaises. Je suis autant en mode simulationniste que des scènes RP. Après, ça dépend de ton scénario. Si tu as toujours des techniques un peu d'escroc, ou si tu veux qu'il y ait un combat qui soit tendu, tu fais le combat, tu le rends difficile, de toute façon tu mets pas de stats dans ton personnage jusqu'à ce que le mec soit ton PJ, il soit à moitié mourant, puis derrière ses copains ils se sortent les doigts pour l'aider, quoi. Puis derrière tu dis le combat était difficile, c'était trop bien. Combien de fois j'ai eu ça dans mes parties, même de Donjons et Dragons, alors que j'avais aucune stat, tu vois. Ils étaient heureux de jouer comme ça. Je l'ai fait un nombre incalculable de fois. En fait, c'est ça. Tout est dans l'intention dramatique et de l'engagement des joueurs, parce que s'ils sont pas engagés sur ce qu'ils souhaitent réellement faire, si tu vois ils font la mission parce qu'il faut faire la mission, c'est compliqué. Mais ça, c'est une discussion. Et puis on va venir au truc le plus important, je pense, pour moi maintenant, quand tu veux faire surtout ta première partie en tant que maître du jeu, c'est beaucoup discuter avec tes joueurs et dire et être d'accord avec eux en disant je débute, soyez magnanime, soyez cool, c'est pas grave si on respecte pas les règles, vous vous mettez tous d'accord dès le début, vous discutez même pendant la partie, quitte à briser le 4e mur, quitte à plus faire de RP, et comme ça au moins t'es plus serein en tant que MJ. S'il n'y a pas de pression à avoir, hein, c'est juste une partie comme ça entre personnes amicales, et puis voilà. Et il faut aussi avoir les mêmes attentes, parce que si, comme il y a des joueurs qui sont vraiment sur le simulationniste à fond et qui s'attendent à avoir des combats de 2 heures, si le MJ c'est pas son envie, le joueur il va se retrouver à être en retrait et pas vouloir RP et attendre son combat pour briller, puis jamais il l'aura, quoi. Donc déjà, je dis bonsoir à Delurius, qui est une habituée du chat. Merci, calmez-vous d'avoir rejoint les aventuriers. J'espère que tu passes un bon moment. Et ensuite, par rapport à ce que tu disais, en fait, moi je considère que les fiches de personnages que vont affronter les joueurs, alors le terme me fera toujours rire, mais elles sont quantiques. La barre de vie, elle est quantique. Si tu veux rajouter un effet narratif ou quoi, tu devrais pas considérer qu'il y a vraiment 0 point de vie ou quoi. Tu considères plus qu'il y a la vitalité du personnage, et en fonction des coups qu'il a pris dans la gueule, te dire là il va mourir, là il va tomber dans les pommes, là il va tenter de négocier, mais c'est quantique, littéralement, une barre de vie. Elle n'est pas censée être fixe de mon point de vue. Je mets des guillemets par rapport à ça, parce que je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Du côté des joueurs, je suis pas d'accord. Du côté des joueurs, ils ont besoin d'avoir un cadre qui leur permet de pouvoir faire ça. Par contre, derrière l'écran du MJ, la barre de vie, elle Ce qui se passe derrière l'écran du MJ reste derrière l'écran du MJ. C'est ce que j'ai dit, justement. J'ai justement dit que c'était pas les PJ qui étaient comme ça. J'ai justement dit que c'était plutôt les
les personnages du MJ plutôt. Après, du coup, nous, pour Héritage, ce qu'on a fait, c'est que tous les personnages se font one-shot ou two-shot. Donc, comme ça pose pas de problème. T'as pas vraiment de barre de vie. T'as plus, tu te prends un coup de couteau dans le bide, tu prends un coup de couteau dans le bide, quoi. Basta. Oui. Tu perds 5 points de vie, il t'en reste 5, faut que tu fasses gaffe. Peu importe si enfin, il n'y a pas de classe à proprement parler, mais pour faire une image qui parle à tout le monde, peu importe si t'es barbare ou si t'es mage, alors 1 ou 2 coups, en général, t'y passes. Hein. T'es pas un super-héros. Même si tu peux avoir des pouvoirs de super-héros globalement. Après, bon, ça dépend beaucoup du système de jeu et on en revient à si tu fais du Donjons et Dragons, il y a des joueurs ou d'autres jeux. Warhammer, je crois qu'il est un peu touffu aussi au niveau des règles, ou même comment il s'appelle, Cyberpunk, je crois qu'il est un peu galère aussi au niveau des règles. Il y en a qui aiment justement ce genre de règles et qui aiment ce challenge, mais c'est presque comme un jeu de société, quoi, au final. Après, voilà, si tu es habitué à des jeux de société où des fois tu passes 1h30 à lire les règles pour un livret qui fait 15 pages, tu passes 1h30 à comprendre comment tu es censé jouer. Oui, un livre de règles un peu complexe, ça va pas vous faire peur. Non. Vous avez déjà en fait travaillé l'exercice mental de ce qu'il faut pour réussir à comprendre des règles et savoir comment l'expliquer aux autres. Ça, en jeu de société, tu as toujours quelqu'un qui se tape la lecture des règles et qui doit ensuite l'expliquer à tous les autres. Ouais. C'est ça. Merci à lui. Et toujours la personne qui se dédie, merci à elle. Vas-y. C'est le Sam de la soirée, c'est lui. Mais non, en fait, j'avais envie de rebondir sur un truc parce que j'ai plein de nouvelles expériences là en fait avec Shao Kai. Vu que là c'est la première fois que je maîtrise, on va dire, et que vraiment je me sens investi vraiment à 2000% et que c'est moi qui maîtrise vraiment tout de A à Z, vu que là cette fois-ci je n'ai pas d'énormes bouquins de campagne et de règles comme un boulet au pied. C'est vrai que des fois j'ai un peu cette peur du vide, de me dire waouh, en fait là je maîtrise tout de A à Z et donc en fait j'ai tellement de possibilités que comme tu dis, des fois le fait d'avoir des règles ça peut te donner un repère sur quoi te reposer. Mais en même temps, c'est ça qui est très fun, c'est que cette peur du vide, je l'avais, mais je me la suis créée toute seule parce qu'au final, je me rends compte à quel point elle est incroyable. C'est ce vide interstellaire où tu peux tout créer de A à Z. Et en fait, je pense qu'en tant que jeune MJ, avoir le livre de règles, c'est une fausse excuse que tu t'inventes pour te dire ouais, c'est bon, j'ai un truc sur lequel me repérer. Mais en fait, c'est plus par peur que tu ne vas pas vers la full création, la full liberté, parce que tu te dis je vais pas savoir la gérer. Et en fait, à mesure que j'avance là dans les sessions de Shao Kai, je me rends compte à quel point c'est génial. Et en fait, ça crée des moments encore plus incroyables que ce que j'aurais pu faire si j'avais eu ce boulet au pied ou si j'avais... Il y avait aussi énormément de questions quand j'ai écrit Shao Kai. Je parlais avec Cernan beaucoup. Alors, justement, je devais lui parler, je devais lui demander des conseils sans le spoiler, vu qu'il était joueur. Donc, c'était très compliqué de faire ça. Mais justement, et à chaque fois, il me disait, mais tu t'en fous, tu verras. T'écris juste 2-3 lignes, t'écris et tu verras, ça va très bien se passer. En fait, tu vas lancer le truc et tu vas voir, nous, on va être des gros débiles et on va foncer tout droit là où tu vas nous donner le truc. On va avancer direct et tu verras, tu vas rebondir sur tout ce qu'on dit et c'est ça qui va amener le reste. Et en fait, à mesure que j'avance dans les sessions, je me dis, mais oui, c'est ça qui se passe. C'est exactement ça qui se passe. Je ne fais presque rien. Je donne une pichenette et t'as tous les dominos qui tombent d'un coup. Et c'est ça qui est fantastique, c'est que au final, en tant que MJ, là, je me rends compte au final que ma tâche, elle est pas si compliquée que ça. En fait, tu te mets, en tant que MJ débutant, tu te mets beaucoup de pression à te dire la tâche est très compliquée à remplir, et en fait, pas tant que ça. Mais ça, après, je remercie aussi mes joueurs qui sont bons, et ça, je pense aussi que quand t'es MJ débutant, c'est ça la base surtout, c'est d'avoir des bons joueurs qui vont rebondir sur ce que tu leur donnes et qui vont pas te regarder d'un blanc des yeux en mode ouais, il y a une porte, alors je sais pas, faut faire quoi, on sait pas. Devine, faut l'ouvrir en fait, mon ref. Et puis, mais en plus, tu as cette chance que chacun ait sa personnalité. En plus, pour le coup, j'ai regardé Shao Kai, les 3 premiers épisodes et les 2 premiers épisodes d'Héritage. L'équipe que tu as, toi, avec Shao Kai, c'est que chacun déjà
a des fortes personnalités, en fait, le joueur le plus chaotique, entre guillemets, que tu as, bah, c'est Cernant avec Angus, en fait. Parce qu'à côté, tu as Bobby G qui C'est est un ange. assez calme, et Kane aussi, qui est calme pour le coup. Bah ouais. En fait, au final, on a 3 typologies de joueurs très particuliers Le avec serveur du Shao Kahn. chaos. C'est vraiment Cernant. Alors ok, il est chaotique, mais en même temps, vu qu'il a ce côté, j'ai de l'expérience dans le JDR, Oui, tout à fait. il sait vers où aller. Il sait ce que c'est un scénario, il sait quels sont les axes qu'utilise un MJ. Donc en fait, vu qu'il est passé de l'autre côté de la barrière bien avant, il sait ce que c'est d'être un MJ. Il se dit, si le MJ met ça, c'est forcément pour faire ça. Donc lui, il va être très regardant, très curieux sur tout ce que je vais mettre. Il va réagir, il va être le trigger. Tout de suite, il va savoir, il va se dire, il y a un truc ici, ok, il faut y aller. Et donc ça, c'est un truc sur lequel je joue beaucoup. C'est un axe sur lequel je joue parce que je sais que Cernant, il va plonger directement dedans. Après, je sais que quand j'ai des scènes un peu fortes avec des PNJ qui sont avec une histoire, des choses et des choses à raconter, je sais que je vais pouvoir compter plus sur le tropper qui est plus axé RP et qui va vouloir échanger et qui aura pas peur d'échanger avec un PNJ, peut-être avec une personnalité forte ou quoi. Donc je sais qu'il va donner vie vraiment au RP, donc ça aussi. Et la dernière personne, c'est Dia. Dia, je la connaissais beaucoup moins. Et c'est vrai que c'est une joueuse très calme et qui, même si elle connaît le monde du JDR, elle a déjà fait des parties, elle était très cantonnée justement à des parties plutôt simulationnistes jusqu'à maintenant. Oui. Et ce qui fait qu'elle a eu énormément de temps d'adaptation à notre manière de jouer à nous. Et maintenant, je sens que ça y est, elle est en train de kiffer. Et c'est ça qui est trop bien. Donc là, ça y est, je sens qu'elle a compris, elle a chopé le truc et elle est en train de se faire embarquer par les 2 autres. Et je commence à mieux cerner justement comment elle réfléchit. Et j'arrive à lui donner les pièces pour qu'elle vive aussi son aventure sans se laisser bouffer par les deux. Ça se voit clairement entre les 2 premiers épisodes et les 2 derniers. Par rapport à Moji, on voit vraiment le fait que le personnage prend un peu plus de place dans l'histoire, des initiatives et de ça. On voit que la joueuse est aussi beaucoup plus à l'aise. C'est une preuve, du coup, encore une fois, que tu conduis bien ta table. Oui. J'espère. Mais oui, en fait, j'essaye de lui créer une place. Et ça aussi, je pense que c'est une tâche qu'un MJ doit prendre conscience. C'est qu'il faut que, faut pas juste profiter que t'en aies un qui ouvre sa bouche tout le temps. Faut savoir aussi lui dire, non, au bout d'un moment, tu laisses tes potes faire aussi. Et des fois, je crée des situations où je crée une dépendance à Momiji. Momiji qui est apothicaire. Et j'aime bien créer des situations où Angus et Kane sont dépendants d'elle pour lui donner ce moment. Pour qu'elle puisse développer son personnage sans avoir peur de dire « Ah bah mince, les autres, ils voulaient parler aussi. » Bah non, mais c'est toi qui es obligé de parler, parce que là, il n'y a que toi qui peux le faire. Et c'est ça aussi. Donc je pense que bien connaître ses joueurs en tant que MJ, c'est important. Et d'où le fait de faire peut-être des parties tests et tout avant de se lancer dans un plus gros projet, on va dire. Ouais, je pense même que c'est nécessaire de faire plusieurs parties tests parce que nous, on en a fait qu'une avec Diad. Enfin, moi, j'avais déjà fait une partie vampire avec elle, donc j'avais pu déjà un peu cerner comment elle jouait. Mais là, ça marche aussi parce que on est des joueurs conciliants, c'est-à-dire que s'il faut laisser la place, on sait quand même se mettre un peu en retrait. Il y a des joueurs qui sont pas capables de faire ça et qui vont faire un calvaire au MJ, par exemple, et qui vont vouloir prendre la lumière absolument. Même si tu lui dis frontalement, calme-toi, laisse les autres jouer, ça va être compliqué. Et pareil, quand tu es MJ débutant, souvent tu as envie de jouer avec des joueurs débutants aussi. Parce que tu es dans un groupe de copains qui n'ont jamais joué et toi tu as envie de jouer à ça. Et comme personne a forcément plus envie que toi, c'est toi qui te retrouves à maîtriser et à pas être joueur, alors que ton rêve c'est d'être joueur, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, tu te retrouves à faire jouer des potes qui n'ont pas forcément envie d'être ça. Donc c'est compliqué, je pense, d'amener aussi le jeu à eux. Et c'est pour ça qu'il faut communiquer, quitte à faire du hors RP, et leur dire, même genre, t'as foiré ta partie à ce moment-là, par exemple. Tu sais que pour avancer, il faut faire ça avec les mecs qui sont partis complètement en sgeg. Soit vous dites, écoutez, on fait complètement autre chose et c'est que de l'improvisation. Si tu es capable de le faire, parce que quand c'est une de tes premières parties de maîtriser, c'est pas à la portée de tout le monde non plus. Soit vous dites, on reva dans les rails, la suite du scénario, c'est là et basta, quoi. Parce qu'il y a des joueurs qui seront complètement à l'ouest, qui te feront des plans en pensant être des génies, alors que ça pue la merde ce qu'ils disent. Hein. Mais tu sais pas pourquoi ils font ça. Mais bon, tous les joueurs font n'importe quoi de toute façon, donc c'est bien connu.
connu. Toujours. Mais parce que quand tu écris un scénario, tu l'écris de manière cinématographique, même si tu prévois des embranchements, jamais ça prendra les embranchements que tu veux. Enfin, ça peut prendre les embranchements si les joueurs connaissent et qu'ils savent que pour faire avancer spécifiquement dans cette intrigue-là, il faut avancer là. Mais des fois, ils voudront faire autre chose, ou alors juste pour le kiff de mettre le bazar, ils feront un truc qui a complètement rien à voir. Ou parce qu'ils ont l'image de leur Je te personnage. reprends juste sur un point là-dessus. Ce que tu disais, les joueurs font n'importe quoi. Je suis pas d'accord avec ça. Les joueurs ne font des choses auxquelles tu peux pas avoir pensé. Oui, Pas forcément t'as raison, n'importe t'as quoi. raison. C'est Non, pas t'as tout à fait raison la de même corriger. chose. Hein, c'est... Ouais. Voilà. Alors, il y a les deux. Il y en a qui font vraiment n'importe quoi exprès. Oui, mais on est d'accord, ils font pas n'importe quoi, ils font des choses Les- auxquelles tu n'as pas pensé. Les vrais joueurs qui font n'importe quoi, il y en a pas beaucoup en vérité. Et en général, ils Et, restent pas longtemps sur ta table parce que ils embêtent tout le monde. Oui. Et... Oui, sauf si t'es MJ débutant, que c'est tes seuls joueurs, que tu sais pas vers qui te tourner. Des fois, tu te trimbales le gars pendant 2 mois, 3 mois Ah oui, sur ça, c'est 10 pareil. parties. Et c'est justement un très bon conseil à dire. Même si vous vous retrouvez avec des gens et votre entourage et tout ça, mais si genre un de vos amis que vous avez sur vos tables ou la merde littéralement dans vos parties sabote tous les scénarios, a décidé de jouer en murder robot. Murder robot, c'est je vois quelqu'un, je le tue, je cherche même pas à réfléchir si c'était important ou pas. Décide de jouer contre les autres joueurs parce qu'il a décidé qu'il allait leur montrer qu'il était meilleur et il joue contre eux. Là-dessus, c'est compliqué, mais il faut savoir mettre une limite. Et le problème qu'il y a, si la limite n'est pas mise par le MJ à ce moment-là, c'est qu'en plus, ça risque de dégoûter les autres joueurs du JDR à vie. Ouais. C'est pour ça qu'il faut en parler dès le début. D'ailleurs, il y a Mathilde qui relève un point où, pour résumer, elle explique qu'elle a un joueur qui répondait que par des phrases courtes, qui participe peu ou quoi, etc., mais qui à la fin adorait la partie. Mais après, il y a des personnes qui sont comme ça, qui participent peu, parce que c'est dans leur nature de pas beaucoup participer, et ils sont là, ils aiment ce qu'ils font, mais ils savent que s'exprimer de façon courte ou quoi, etc. C'est aussi une question d'extraverti, introverti. On est tous un peu des deux, à différents degrés plus ou moins élevés. Ouais. Et s'il y a des joueurs qui veulent juste être un petit peu là, mais quand même, ils dérangent pas la partie, ils sont là en combat et ils font avancer les combats. Dans des scènes RP, ils prennent les devants en mode bon, ce personnage sait faire ça, je vais faire un G ou m'occuper de cette scène parce que j'en suis capable. Mais si derrière il fait pas beaucoup de scènes RP et que c'est pas son truc, le forcer, il n'y a pas besoin de le forcer. Oui. C'est juste des fois juste une question de tempérament. Et c'est pour ça que c'est important en tant que MJ débutant à apprendre, c'est reconnaître les types de joueurs. Il y a, comme tu disais, Discordia. Cernant, c'est le joueur un peu moteur, c'est lui qui fait avancer un peu le scénario et tout. Mais en effet, il est important de regarder ce que font tous ces joueurs et le rôle qu'ils ont plus ou moins au sein de la table. Et c'est un rôle qu'ils répéteront plus ou moins à chacune des tables, Oui. parce que c'est une question de personnalité. Mais vas-y. Pardon. Non, vas-y. Ok. En gros, non, mais c'est tout à fait ça. Mais justement, c'est pour ça que je trouve que la nuance, elle est importante à justifier parce qu'on peut penser que peut-être je maltraite ma pauvre Momiji, ma pauvre Non. Diad. Mais non, en fait, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord. Diad, elle est, c'est la joueuse justement un peu plus en retrait, qui aime voir qui se repose beaucoup sur ses amis pour kiffer sa partie et qui va pas ressentir un besoin comme justement Tropper et Cernant de RP, d'interagir, d'être curieux peut-être avec l'univers autour d'eux pour kiffer leur session. Mais ça justement, je pense que quand t'es MJ, il faut avoir de l'empathie. Un MJ qui n'a pas d'empathie ne va pas savoir correctement cerner ses joueurs et comprendre leurs besoins. Moi, j'ai compris que Diad, certes, elle aime être en retrait, et je commence à cerner aussi ce qu'elle aime ou pas faire en RP. Et des fois, j'aime bien la challenger, soit dans le bon sens ou mauvais sens, juste la titiller un petit peu pour lui montrer « Ah tiens, là, t'es en difficulté ». Après, je pousse pas le bouchon trop loin parce que je veux pas qu'elle vive un mauvais moment, mais juste pour, des fois, tu crées la tension là où il faut. C'est bête à dire, mais Diad étant une joueuse très timide et ayant un perso très timide, dans la dernière session, il y a des moments où ils vont dans une maison de passe. Et Momiji est très gênée de devoir interagir des fois avec les jeunes femmes qui se trouvent dans cette maison. Et en plus, encore plus quand il y a des quiproquos. Et c'est ça qui est très drôle. Des fois, je la mets un peu en challenge parce que j'essaye de lui faire comprendre que oui, ok,
tu es timide et tu n'aimes pas parler de certaines choses. Mais rends-toi bien compte que ce que tu dis, tu le dis à quelqu'un qui travaille dans ce métier-là. Donc il faut que tu aies conscience de comment tu t'exprimes avec les gens. Donc pour moi, c'est un juste milieu. Je vais pas la mettre mal à l'aise. Je vais pas, voilà, mais juste faut la challenger, histoire que quand même ça la sorte un peu de sa ligne de confort. Et justement, bon après, tant pis, elle s'est reposée complètement sur son podcast pour dire oh, ça y est, je sais plus quoi dire. Mais tant pis, elle a trouvé la solution qui elle lui convenait. Mais au moins je lui ai montré que déjà ce qu'elle dit a des conséquences et que après si ça lui convient ou pas tant mieux, mais voilà, je pousse pas le bouchon trop loin. Mais après à la fin de la partie elle était en mode ah non c'était rigolo, j'étais un peu en PLS mais ça va, c'était rigolo, j'ai bien aimé. Et donc je me dis bon bah ça va, au final tout va bien. C'est pour ça que le débrief c'est important, et même vous, nous en Actual Play on peut pas trop le faire directement, mais vous, si vous avez les pizzas qui arrivent, profitez du moment pizza pour débriefer, surtout si c'est votre première partie ou parmi vos premières parties, parce que c'est là où ou même des nouveaux joueurs, tout simplement parce que t'as pas forcément les mêmes habitudes qui se créent et ils ont pas forcément les mêmes attentes, et là tu essaies d'ajuster le tir, et si te disent bah on n'a pas de combat et que t'en as pas prévu avant 2 heures, bah tu dis bah écoutez les gars, j'ai pas plus de combat que ça, qu'est-ce qu'on fait, on se lance un Mario Kart ou puis j'ajuste ma partie quoi. C'est pas grave de couper court et de pas terminer un truc, c'est bien sur du plus long terme si t'as des ambitions de campagne tout ça derrière, mais de toute façon je conseille pas de commencer direct par une campagne, il faut faire des premiers jets assez courts. Il y a Calmez-vous qui disait, coupez-moi aussi si vous voulez dire quelque chose, rebondir. Je vais bientôt dire quelque chose, mais on va finir sur ce sujet. Je vais te finir, mais après il y a quelque chose à faire. Ok. Il y a Calmez-vous qui disait le plus dur en MJ débutant, je trouve, c'est plus de rendre vivant l'environnement et d'aller trop vite sur la description. D'avoir des PNJ random sous le coup de menaces à sortir de son chapeau. Bah, justement, est-ce que je peux répondre à ça? Parce que ça, c'est des problématiques que j'ai eues dans Shaokai. Merci. Mais en gros, dans Shaokai, j'ai beaucoup posé de questions à Cernan sur comment bien expliquer, genre quand ils arrivent sur une nouvelle map, dans un nouvel endroit, quel est le degré de narration que je dois faire. Et c'était tout un stress aussi à faire. Et au final, je me suis dit, vas-y, je vais me baser sur ce que moi j'aimerais avoir. Donc je fais une belle narration en intro, c'est ça mon truc. Quand ils arrivent dans un endroit, j'essaye d'avoir mon petit texte bien écrit à côté, ou qui raconte bien, qui essaye de romancer un peu ce qui se passe, pour les mettre dans une ambiance, avec la musique en plus qu'il y a dans le fond. Donc j'essaye vraiment de me reposer sur ça. Et après, quand ils commencent à explorer, je me base énormément sur ce qu'ils disent et sur les points d'intérêt qu'ils ont. Et effectivement, ça m'est arrivé que là, dans Shaokai, il y a des moments où ils disent mais il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ça et tout. Et t'es là, tu fais ok, alors attends. Vas-y, bah ça tombe bien. J'avais préparé ma petite liste, j'avais plein de petits tokens en fait qui étaient vides, où j'avais juste écrit un prénom avec le token, et je m'étais dit bah vas-y, lui ça sera le pépère qui cherche, je sais pas, il cherche un stand de bouffe, et ben lui ça sera le gars du stand de bouffe. J'avais juste préparé ça, et au final ça se passe très très bien. Je fais mes petites narrations en début de map, et après c'est eux qui me disent s'ils ont des centres d'intérêt qu'ils ont besoin d'avoir. Et s'ils veulent en créer que moi je n'ai pas imaginé, bah au moins j'ai ma petite réserve. Et sinon, bah il y a déjà des tokens déjà préétablis avec leur rôle. Mais voilà, ça fait la petite sécurité et je me base là-dessus. Et pour l'instant, ça se passe bien. Je dis pas qu'il n'y a pas moyen d'améliorer. Je pense que je vais m'améliorer à mesure que je vais faire des sessions et que je vais faire des campagnes et tout. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est ma première petite base et je trouve que ça marche bien de juste faire ça. Pour commencer. MJ, comme toute activité, ce qui t'améliore, c'est l'expérience cumulée. Tu n'es qu'expérience cumulée, peu importe les passions et les activités que tu fais. Et les retours. Plus tu as une expérience, meilleur tu es. Et les retours, c'est très important. Parce que si tu n'as jamais de retour, comme dit un YouTuber que j'aime bien, tu fais toujours la même merde, tu le fais de mieux en mieux, mais c'est toujours la même chose. Tu le fais super bien, hein, mais t'es resté cloisonné. Peut-être qu'au bout d'un moment, le charbon, il est tellement compressé qu'il devient un diamant, on sait pas. Mais bon, faut y aller. Diamant d'innocence. Plus tu dessines des merdes, plus ça va vite, plus tu les fais vite, mais et un peu mieux, mais ça reste toujours des merdes. Expert en merde. Eh bien, écoutez, je vous propose de passer à la deuxième phase de cette émission, et pour les viewers, ils vont découvrir cette phase parce qu'on l'introduit aujourd'hui. Donc, c'est une phase où on va lancer un petit défi. Donc là, entre nous quatre, pour autour du JDR, afin de voir comment on s'en sort. Alors, pour ça, j'ai notre assistant qui est toujours à l'écoute. En espérant qu'il le soit, c'est toi?
MJ défi. Oh Plongé dans l'inconnu. Incroyable, l'écran a changé instantanément. La commande vocale a marché. Et bienvenue dans le BBEG Challenge. Big Boss of Endgame Challenge. Il y a un petit jingle et tout, hein. Franchement, c'est un peu embêté pour celui-là. C'est bien, vous avez géré. Donc, on vous a prévu 2 jeux. Donc là, on va en choisir un. Et s'il advient que l'émission continue assez, on aura peut-être l'occasion d'en refaire un autre. Alors, je vais vous laisser décider. Je vais vous donner les titres des jeux. Je vous préviens, ça apprend rien sur le jeu. Donc c'est très pratique de nous donner le titre. Exactement. effectivement. Donc, le premier jeu, c'est pourquoi ils ont fait ça. Et le deuxième jeu, c'est qui c'est le PNJ. Je sais pas, les deux ont l'air fous. J'attendais. Allez, Bah oui, Discordia, attends. on te laisse le choix avec le dé. T'as le dé entre les mains. Attends, j'ai un dé. Mais Avant y de, a pas lancer de le dé, avant de lancer le dé, définis ce que va représenter le résultat. Alors, j'ai un dé de 6. Donc de 1 à 3, ça sera le premier jeu. Et le de 4 à 6, ça sera le deuxième. Ok? Ok. C'est le 50-50 comme ça. Alors, ça fait 2. Premier jeu. 2. Donc, Donc, qui c'est qui a fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? Je sais plus. pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait Mais ça? pourquoi Voilà. ils ont fait ça? Mélanger les deux concepts. Qui sait pourquoi ils ont fait ça? Ah, c'est pour le troisième jeu, ça. Euh, Pendant que je prépare tout ça, le chat, je vous lance un petit jeu avec Fumble. Hop là, un petit pierre-papier-ciseaux contre lui. Voilà. Donc vous pouvez jouer. Vous et pouvez peut-être voter, gagner des pour, points vous de pouvez chaîne. voter pour votre choix. Non, c'est pas celui avec les points de chaîne. Ah, putain, c'est pas celui-là, c'est vrai. Celui avec le vote. Voilà, vous allez jouer contre Fumble pour savoir si vous allez gagner. Donc, je vous explique comment va se passer cette session. J'ai préparé plein de scénarios où les PJ ont foutu la merde. Oh là 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 là. Le but, c'est que ça, c'est votre situation initiale. Et on va avoir un petit peu de temps pour réfléchir comment le gérer. Et ensuite, on va faire un tour de table pour expliquer, eh bien, comment on gérait ça. Ah ouais. Et du coup, on va après laisser le chat décider pour eux qui a eu la meilleure idée pour rebondir après ça. Il y a 10 possibilités. Bien sûr, pour que ce soit équitable, on va pas les recevoir en même temps parce que ça voudrait dire que le dernier, il aurait plus de temps pour pouvoir réfléchir que le premier. Ah oui, Donc, d'accord. La première personne qui va passer va recevoir là maintenant on va tous le voir, hein, on va tous le voir, va recevoir le temps de réflexion dessus. Ok. Et quand elle aura atteint la fin du temps, elle peut l'arrêter plus tôt. Je vais envoyer le deuxième pour la deuxième personne qui, lui, commencera à réfléchir et ainsi de suite, pendant que l'autre va présenter. Sachant que c'est le chat qui vote, hein, donc c'est surtout eux qui ont besoin d'entendre. Donc si vous souhaitez à ce moment-là, pour être un peu plus focus, couper le son, couper la voix, vous pouvez. Après, normalement, ça devrait aller. Qui veut commencer? Bah, vu que j'ai pas tout bien compris, je vais pas commencer. Ouais, j'avoue, on peut avoir un exemple, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez qu'on aille à l'eau? Moi, je peux tenter de me mettre à l'eau si vous le souhaitez. Tu passes en premier? Ouais, c'est dans mes habitudes de me lancer le premier. Comme ça, je rate pour les autres. Ok. Du coup, l'ours, choisis un nombre entre 1 et 10. On va dire 7. Ok. Donc ton scénario sera la course de tapis volant. Oula. Je t'envoie tout ça, mais je vais vous lire du coup le contexte. Contexte. Les joueurs sont invités à une course de tapis volant à travers un paysage fantastique. Objectif, gagner la course en évitant les obstacles. Problème. En essayant de gagner la course, les joueurs ont utilisé un sort de vent qui dévie les autres tapis volants et cause des accidents. Ok, et je dois voir du coup comment cette situation doit être résolue. À toi de réfléchir sur comment Ok. tu peux résoudre cette situation, rebondir, qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas gérer ça, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place. Il n'y a pas de système, de dés, tout ça, vous pouvez les mettre si vous les voulez, ne pas les mettre. Vous dites par exemple, je veux faire un jet
Je vais leur demander de faire un jet de perception pour voir s'ils voient les trucs tomber. Il n'y a pas de souci, tu définis ton cadre en tant que MJ de comment tu vas réussir ça. Hop là, je prends le screenshot et je le mets sur OBS. Ah, c'est marrant, c'est le jeu du MJ, quoi, en fait, c'est ça. Ah, littéralement. Alors celui-là, en plus, il a eu un peu de chance parce qu'il est pas trop violent. Ouais, j'allais dire ça va. Je m'attendais à pire. Justement, plus vicieux. les plus violents, c'est les plus drôles. Mince. Non, après, il y en a pas d'extrêmement problématique ou des trucs comme ça. Hop là. Non, Alors, le jeu le violent, je scénario pense que qu'il y je a- puisse avoir pour réfléchir ou quoi de mon côté et trouver comment il se dénoue. J'ai déjà 2-3 petites idées, mais si je peux l'avoir à l'écrit, ça pourrait un peu m'aider. Oui, je suis en train Peut-être de... tu me l'envoies en screen en privé sur Discord et Je te le mets sur Discord pour l'instant et je l'affiche pour les... Je l'affiche pour les viewers. hop là. Le chat peut proposer des trucs. Le chat peut réfléchir et voir ce qu'il y a, et si jamais vous trouvez des idées intérieures, libre à vous de les utiliser. Qui suis-je qui suis-je pour empêcher le chat de parler? Une image. Bah, le temps de la réflexion, si vous avez des questions, à la limite, le chat sur ce qu'on s'est dit avant, n'hésitez pas, hein, comme ça. Je sais pas, tu me interromps, Mel, si c'est pas ce que tu souhaites pour le live. Le live a toujours ce côté d'improvisation, donc il n'y a pas de souci. C'est pas parce qu'on a amélioré de 2% le côté improvisation que c'est toujours pas c'est toujours pas structuré réellement. Les affaires sont les affaires. Attention. Hop là. Exactement. Et voilà, c'est affiché sur le live maintenant. Ok, donc. Le professionnalisme. Ok. On va faire quoi? Comme ça, nous donne aussi une idée de... voilà, on va avoir une situation... on va avoir une situation comme ça, on va avoir un contexte, un objectif. Et, donc, faut pas oublier que l'objectif de ce scénario, l'objectif de cette scène, c'est, dans ce cas-là, gagner la course en évitant les obstacles. Bah honnêtement, moi j'ai une idée ça. pour ça. Si je devais répondre, j'aurais clairement une idée de comment gérer la situation. Ça va. J'ai à Donc, peu tu te près sens de une passer idée après de voir comment ça peut se dénouer. Tu te sens de passer après, du coup? Avec un autre sujet? Bah oui, avec un autre sujet, effectivement. Mais là, en tout cas, pour ce sujet-là, je saurais comment le gérer, ça va. Je serais pas en PLS. C'est bon, tout va bien. Ouais, moi, j'imagine trop une scène à la Star Wars épisode 1. C'est un peu ce que j'ai en vue, ouais. J'ai un peu aussi ça en tête, c'est vrai. Mais différemment. Non, vraiment, quand j'ai vu, il y avait écrit Aladdin. Mais vraiment, moi, j'imagine le truc au Moyen-Orient et tout. Vraiment, et j'imagine ça un peu comme décor. C'est inspirant. Moi, j'ai vu un Aladdin, je me suis dit, c'est pas mal là, dans le chat. Aladdin. Ah oui, c'était Aladdin. J'ai lu Aladdin, mais en fait, non, c'était Aladdin. Bon, bah. Je sais pas si c'est mieux, mais bon. Tu connais la Ah ouais. puissance des dindons. Commence à avoir 2-3 idées là qui se sont bien construites en tête là, 2-3 choses, voir comment ça pourrait se dénouer pour créer de l'enjeu. Ok, pour les prochains sujets, le temps qu'on finisse, je vais les mettre sur le Discord qu'on a en partagé. Le Ouais. temps qu'on finisse ce sujet. Attends, donc faut que je réouvre ma fenêtre Discord. Ok. Comme ça, Vas-y. comme ça, chacun a le temps de regarder. Et ensuite, je l'afficherai au chat quand ça passera au moment de la D'expliquer personne. chacun. Ouais, d'expliquer Ok. d'expliquer chacun. Ok, t'es prêt de ton côté? On va tenter, on va voir. Tu veux tenter? J'ai 2-3 T'as idées. encore du temps, hein? T'as encore du temps. Non, je vais me le tenter. Plus j'aurai de temps, plus je vais cogiter. Et je préfère me forcer à avoir juste quelques pistes et improviser. Tu me connais. Ok, Discordia, tu veux tenter le prochain? Je Vas-y, suis vas-y. cascadeur. Donc pareil, un chiffre entre 1 et 10, mais du coup, pas 7. Bah, je vais lancer mon dé de 10, c'est bon. Et là, je fais 7. 5. 5. Voilà. Alors, je Ah non, j'aurais relancé. te le lis, puis je te l'envoie. La Vas-y. foire aux monstres. Contexte. Les joueurs se retrouvent dans une foire où les attractions sont tenues par des monstres. Objectif. Gagner des prix en participant aux attractions. Problème. Le minotaure du groupe prend très mal le jeu du labyrinthe de miroir et rentre en rage, entouré par des familles venues s'amuser. Ok, alors. Maintenant, tu peux réfléchir, je te l'envoie, Vas-y. t'en fais pas. Vas-y. Donc, le Minotaure, il est dans le groupe de PJ, on est Oui, d'accord, c'est ça? C'est Ok. un des PJ. Ok.
Et il est pas très content. Mais quelle idée de faire ça aussi. Oui, c'est vrai, pourquoi on a fait ça? Je dirais, mais mon ref, calme-toi, on est là pour rigoler en fait. Je te détends. Prends une tisane. Ok. Voilà. L'ours, du donc coup, en ça tant va que être MJ, à toi de présenter. Tu poses le contexte, tu poses comme tu veux, tu y vas. La parole est à toi. Ok, donc je ne vais pas forcément détailler les origines de la course de tapis volant, ça pourrait très bien être une tradition aussi vieille que la ville, historiquement ou quoi, mais en effet, de nombreuses personnes y participent et tout le monde est libre de participer, et ça c'est l'important. En soi, le fait qu'ils aient utilisé un sort de vent qui a fait dévier les autres tapis et qui a causé un incident, c'est pas la première fois que des gens trichent et malheureusement créent des accidents en utilisant le vent. Le problème, c'est que j'aurais fait en sorte à ce que parmi les participants, il y ait des enfants de familles très élevés dans la noblesse ou l'aristocratie de la ville. Ce qui fait que le problème, au-delà de devenir un simple problème de triche, devient maintenant un problème diplomatique. On pourrait imaginer par exemple que le fils du seigneur de la ville se retrouve blessé dans le contexte de cet accident. Les joueurs se retrouvant donc à soit tenter de s'échapper et d'être poursuivis dans le désert par les habitants de la ville, soit tout simplement être emprisonnés et laisser ces merveilleuses scènes avec les joueurs qui vont tenter de faire une évasion. Mais en tout cas, j'aurais mis un personnage en effet parmi les blessés qui serait un personnage très important et ça créerait un énorme problème diplomatique pour les joueurs, créant de l'enjeu et créant un souvenir. Et le début d'une nouvelle campagne. Exactement. Et que ça part soit en mode prison break, soit en mode vraiment la fuite. C'est ça, il faut retrouver le tapis qui avait la carte dessus, sous le tapis, il faut le découdre. Exactement. Il y a une deuxième Il y en a, carte il fait cachée. taper le tapis dans le dos. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu vois Bernard Tapie. Bon, bref. Voilà. Est-ce que mon idée et ma résolution de cette situation, messieurs, dames ici et messieurs, dames dans le chat, vous a plu? C'est pas mal, j'aime bien. Le chat, vous aurez un sondage. Une fois que vous aurez entendu les quatre, vous aurez un sondage pour pouvoir voter et choisir lequel vous préférez. Pas la peine de le dire maintenant, gardez-le en tête pour l'instant. Donc, je vais afficher du coup celui de Discord. Ça veut pas dire que tu dois le dire maintenant, t'as encore du temps de réflexion. J'ai déjà mon idée. Oh là là, Oh, mais merveilleux. vous êtes exceptionnel. L'improvisation, mesdames et messieurs. On se démerde. Quand t'as des joueurs comme Angus, tu commences à brainstorm tes trucs à l'avance. T'essayes de Ok, donc, pré-shot. Donc voilà. avant que tu répondes, Cernan, est-ce que tu veux prendre la suite? Vas-y, attends, j'attendais. Et co- Vas-y. Joue ça au hasard. J'ai fait 4. Oh, Ah intéressant par rapport à Shao Kai et à le bal des animaux parlants. Ah, tiens. Contexte, les joueurs sont invités à un bal où tous les invités sont des animaux parlants. Objectif, découvrir qui a volé le collier de la reine des animaux. Problème, en interrogeant les animaux, un joueur se moque de l'apparence ridicule d'un token. Manque de bol, c'est la reine. terrible, terrible. Comment je vais faire ça? En vrai, t'as pas l'une des plus faciles, je trouve. Si, mais faut trouver un truc original, c'est ça qui est drôle. Alors, tu peux y aller quand tu veux, Discordia. Eh bien, admettons, donc mes joueurs arrivent donc dans cette foire aux monstres et il y a énormément de lots extraordinaires à gagner. Et l'une des attractions est donc ce fameux labyrinthe de miroirs, mais hélas, notre cher Minotaure a de très mauvais souvenirs qui lui remontent à la surface. Et il a envie peut-être de protester un peu devant le forain qui gère cette attraction. Et je vais lui demander, donc s'il commence à s'énerver, je vais lui demander un jet d'intimidation. Donc effectivement, il devra soit le réussir, soit le rater. Mais s'il le réussit, le forain sera très impressionné et commencera à prendre peur. Et justement, allez, admettons, il fait un excellent jet d'intimidation. Il arrive à rallier des gens à sa cause qui sont autour et qui l'entendent protester.
Donc ça c'est dans le cas où il réussit. S'il réussit, les gens autour vont dire mais c'est vrai, c'est inadmissible. Mais comment c'est possible mais regardez ce que vous faites à ce pauvre Minotaure. C'est de la discrimination. Et donc il y a tout un moment de protestation syndicaliste, cégétiste qui commence à se créer dans la fête foraine. Et en cas de réussite, justement, le Minotaure va peut-être pouvoir rallier la foule à lui et le forain va devoir offrir des lots gratuitement aux joueurs afin de se faire pardonner pour l'offense faite au Minotaure. Mais si c'est raté, j'ai prévu autre chose. Si le jet d'intimidation est raté, le Minotaure n'aura donc aucun charisme et se fera prendre de haut par le forain. Et donc le forain lui dira « au lieu de protester, tu sais quoi, je te propose un marché. Si tu fais le guignol pendant 24 heures dans ma fête foraine là, à faire le Minotaure qui court dans les glaces, je t'offre ce que tu veux après sur le stand. Mais pendant 24 heures, tu dois faire le gogol, ok ? Allez, 2-3 heures, je suis sympa, tu négocies bien. Mais bon, tu vas faire le clown pendant 3 heures, ok ? Là, je t'offre peut-être une chance de gagner un lot à toi et tes potes. Par contre, eux, ils payent leur ticket, ok ? Voilà. Ça sera mes 2 propals pour ça. Sympa. Sympa. Est-ce que tu peux me lancer, Discordia, un D10 pour moi ? Ou choisir le numéro. Parce que je ne vais pas le lancer moi-même parce que je les ai sous les yeux. Non, vas-y, je vais lancer le dé comme on a fait jusqu'à maintenant. 9 9. Alors, pour moi, ce sera... Oh putain. La quête des chaussettes disparues. Contexte, les joueurs sont engagés par un roi excentrique pour retrouver des chaussettes disparues. Objectif, trouver les chaussettes dans un endroit improbable. Problème, les chaussettes étaient le pinacle d'un rituel pour fermer un portail vers une dimension parallèle et du coup, libère des créatures étranges dans le royaume. Oh mon dieu, des piles de Putain, chaussettes. j'ai vraiment eu des pires. Des piles de chaussettes maléfiques qui mangent les gens. J'ai de la peine pour toi, Mel, je suis désolée. Hop là, je vais... Tu sais, t'as des chaussettes qui vont sous les oreillers pour que ça sent quand tu te couches, tu sais. Ok, tac. Ça va être un cernant si... Je suis en train de finaliser, T'as mais encore après, du je peux temps. improviser Non, la fin si vous voulez. T'as encore du temps, honnêtement. Oui, tout à fait. Prends ton temps. Honnêtement, Moi, j'aime bien jouer la grid, pardon, désolé, je suis très greedy. Mais j'ai fait la même. J'ai pas utilisé tout mon temps. J'ai fait... Allez, là, vas-y, let's go. Hop là, le bal des animaux parlants. Celui-là, c'était l'un des rares que tu m'avais montré en exemple, Mel. Je suis assez content de le voir là. Honnêtement, moi, celui que j'aurais adoré, c'est le 10, parce qu'il me tue vraiment de rire. Le 10 et le 1, il me tue vraiment de rire. On vous les montrera peut-être après le stream, du coup. Vas-y. Comme ça, vous passez pas à côté des différentes propositions que vous aurez pu avoir et vous pouvez peut-être après ressortir des regrets en mode non, j'ai voulu cette situation. Non, ça va, je suis contente de la solution que j'ai trouvée de comment faire le truc. Donc ça me va. Pas mal. Franchement, moi je me plains plus Mel et Cernant qui ont des situations vraiment catastrophiques là. Ah, c'est le jeu, il y en avait des plus faciles que d'autres, hein, c'est le jeu. Il y en avait où tu pouvais facilement trouver le truc, mais... Et après, en plus, ça sera aux joueurs au chat de décider qui a eu la meilleure. Vous savez quoi d'ailleurs, en attendant, je vous relance un autre petit jeu où vous pouvez gagner des points de chaîne. Ah. Je vais faire une pause technique si vous me pardonnez quelques instants. J'arrive. Vas-y. Profite. On vous propose un nouveau jeu en attendant, messieurs, dames. Ah, il est peut-être un peu bas pour ce jeu. Oh, tant pis, ça sera du hasard pur. Ouais. Pas du hasard pur, préparez-vous. Non, mais faut que je réfléchisse aussi d'ailleurs à ce que je vais faire. Non, depuis tout à l'heure, là, je chat, je suis tranquille, là, mais je réfléchis pas à ce que je vais faire. Tu réfléchis pas depuis tout à l'heure à ce que tu veux faire. Non. Je pense que ça va être comme d'habitude, je vais y aller en full impro, hein, comme je vous fais pour Elferd. Comment ça, tu fais tout en full impro? C'est bon, j'ai mon texte. Ah, ça y est. Alors, moi, je vais juste enlever mon casque, le temps de me focus un petit peu. Sinon, je vais pas y vas-y, arriver. ok. Vas-y, moi, je t'écoute, Cernant. Alors, la cour royale animalière étant l'une des plus anciennes des civilisations cachées dans une jungle perdue, elle est régie par des lois très particulières. Et en effet, ayant été invité dans ce bal, les joueurs doivent montrer patte blanche.
pattes de lapin, D'accord. attention, et se comporter correctement. Cependant, l'un d'eux, dans l'impossibilité de se retenir, voit un nazik à la peau grêlée et ne peut s'empêcher de parler du gros pif tout mou de l'animal. Le problème, c'est que c'est la reine, et les joueurs se font arrêter directement par la garde royale, avec plein de gorilles qui les maintiennent en place. Ils doivent passer devant un tribunal, se défendre, et s'ils échouent, le responsable doit subir le supplice du nez. Et qu'est-ce Oh que non. c'est le supplice du nez? C'est une potion agrandissant ou réduisant la taille de son nez. S'il fait un échec critique, son nez s'agrandit démesurément et la reine tombe instantanément amoureuse du joueur. S'il échoue, il se retrouve juste avec un gros pif énorme d'ivrogne. S'il réussit, rien se passe. Et s'il fait une réussite critique, il a droit à une chirurgie gratos. Oh waouh. Magnifique. J'aime beaucoup le plot twist de l'échec critique, il est génial. Faut punir. Ah ouais, non mais magnifique. La reine qui tombe amoureuse du pif gargantuesque, je trouve ça génial. Parce que c'est un syndrome de beauté. C'est un symbole de beauté, là-bas. Ah ouais, dans ce royaume, en effet, porter un pif démesuré, qu'est-ce que c'est beau. Après tout, notre reine magnifique porte un nez Exact. absolument gracieux. Et elle l'est par ses critères. C'est génétique. Ah, et oui, en effet. Est-ce que c'est un peuple de naziques, du coup? Pof, bah non, parce que les gardes sont des gorilles. Mais Ah. j'ai pas dit que j'ai mis des singes, mais j'aurais pu mettre d'autres animaux. Oui, tout à fait. J'aurais pu avoir un falcor, par exemple. Incroyable. Comme vous voyez, là, actuellement, Mel a laissé sa place à Cthulhu pour la réflexion. Oh là, À oh, il a quel décidé, supplice de ça y est. Cléopâtre, exactement. J'avais utilisé l'attaque de Pokémon qui est remplacée par... T'as utilisé clonage. Ouais, j'en ai vu que tu peux. J'ai révélé le poteau, je suis désolé. Hop là. Bon, j'espère que ça vous a plu, le chat, la proposition de Cernan. Elle était géniale. Ok. J'avais oublié de réactiver mon micro, mais j'allais dire, c'est tellement lui. Vraiment, c'est Oui. c'est exactement le genre de truc qui nous fait vivre dans les aventures. Si vous voulez C'est regarder sûrement. Héritage, franchement, c'est ça qu'on vit à chaque fois. Oui, complètement. Faudra que je regarde la rediff pour avoir ton description du coup. Je vous jure. Ok. My turn. Pour commencer, je vais mettre l'ambiance de ce lieu étrange dans lequel ils vont trouver cette chaussette comme une sorte de ruine, mais une ruine post-ère moderne actuelle. Un peu au milieu d'un univers fantasque et fantasy dans lequel il se prend l'aventure avec ce roi cherchant des chaussettes et tout ça. Je vais mettre ces ruines qui rappellent un passé très proche de notre époque contemporaine, mais avec en ruine, comme rentrer dans une tour qui fut enterrée, qui fut détruite et puis petit à petit enterrée par le temps et rentrer à l'intérieur d'une ancienne tour, du genre une tour de la défense ou quelque chose comme ça. Ils vont visiter les étages, descendre de petit à petit, la végétation a repris ses droits à l'intérieur. Il y a des choses qu'ils comprennent pas, il y a des sortes de boîtes un peu partout, il y a des fournitures de bureaux, des choses qui sont là. Ils vont trouver à un moment une agrafeuse, ils vont penser que c'est une arme, ça envoie des projectiles. Et ils vont évoluer comme ça au sein de ce lieu qui s'est retrouvé préservé. Pas trop, mais ils sentent quand même qu'il y a une énergie magique. Ils vont arriver tout en bas, dans ce qui était jadis la salle des serveurs. Et dans laquelle il y a au milieu un énorme cercle magique. Des peintures qui ont été peintes sur les murs qui ne sont pas du tout de notre époque, qui semblent être la mémoire d'un peuple, la mémoire d'événements. Pendant que leur érudit commence à regarder tout ça, un des membres du groupe va s'approcher, attraper la paire de chaussettes dorées au milieu du cercle et faire « C'est ça les chaussettes du roi ?» À partir de ce moment-là, il va y avoir plein d'entités qui vont sortir de ça. Ils vont se retrouver sous un flot, ils vont tomber au sol, ils vont être bousculés. Et à ce moment-là, il va y avoir une petite entité ressemblant à un fantôme de Pac-Man. Un peu pixelisé, comme nous, qui va se tenir devant eux et qui va les regarder. « Héros, vous nous avez délivrés de notre malédiction depuis 1000 ans. Nous avons été enfermés par le dieu du chaos.
Aujourd'hui, par le dieu de la folie, aujourd'hui nous sommes libres. Grâce à vous, nous allons pouvoir reprendre possession de nos terres. Les joueurs vont du coup être face à un choix cornélien. Car ces terres, entre-temps, ont évolué. C'est les terres d'où ils sont issus. Est-ce qu'ils vont vouloir les mettre dans une situation de guerre face à ces créatures, ou est-ce qu'ils vont vouloir s'opposer à ces créatures? Le petit fantôme va leur expliquer du coup un petit peu de lore, leur développer un petit peu ce qui s'est passé il y a 1000 ans et leur dire que le dieu les a scellés d'une manière très étrange en posant ses propres chaussettes sur le cercle magique qui a alimenté ces derniers en énergie. Donc ils vont se retrouver pour la suite de l'aventure avec une relique sacrée, les chaussettes du dieu fou. Chaussettes qui vont permettre de faire des événements aléatoires au porteur. Le porteur va pouvoir lancer un dé d'événements aléatoires qui va modifier la réalité autour de lui pour semer le chaos. À son avantage ou à son inconvénient, il ne sait jamais. C'est tellement belle ça pour moi qui suis beaucoup. La chaussette de chez Ogorat. Ça Exactement. passe très bien. Et du coup, les aventuriers vont quand même avoir ce dilemme moral où ils vont devoir se décider entre protéger le royaume dans lequel ils ont toujours vécu et dans lequel se trouve toute leur famille, ou suivre le choix juste d'aider un peuple qui a été enfermé. Et ils vont se retrouver du coup, malgré l'aspect très loufoque de la situation et le monde un petit peu loufoque, face à cette difficulté et à la responsabilité que ça va impacter. Voilà pour moi. Pas mal, franchement. Moi, j'ai pensé à des Dobby. Moi, j'imaginais qu'il y avait des Dobby qui sortaient. Dobby, libre. T'as que des Dobby qui sortent. C'est bon, la chaussette sacrée a été retirée. Hop là. Tu deviens leur dieu, là. C'est ça. J'ai lancé le sondage, le chat, vous pouvez maintenant voter pour lequel vous avez préféré. Donc vous avez du coup 5 minutes pendant lesquelles le vote sera là, donc n'hésitez pas. Choisissez bien. Je lance mon jet de charisme, attendez. Je vote pas, j'ai pas entendu le tien, Discordia. Je ne voterai pas, moi non plus. Ah, moi quand non, même. je parce vous invite, que- je vous invite à pas voter non plus. Non, j'ai pas voté. C'est pour Mais, le chat. Mais j'ai fait une belle ref à Angus parce que dans mon histoire, il y avait des cégétistes. Ah Donc oui. voilà, Terrible. j'étais à 2 doigts de faire une convention collective pour les Minotaures, donc c'est bon. C'était raccord avec Angus. Et n'hésitez pas à voter le chat. Je Votez, reviens en votez. post-technique pour moi aussi. Est-ce que... Allez, vous pouvez faire une pause si vous voulez. Là, on a du coup 5 minutes pendant le keeper. Et pendant ces 5 minutes, je vais vous lire les autres contextes. Tant pis pour Ah, Sardan qui vas-y. n'est pas là. Donc, le numéro 1, c'était la course de poulets géants. La course des poulets géants. Les joueurs se retrouvent dans un village où une course de poulets géants est sur le point de commencer. Objectif, gagner la course et obtenir une récompense spéciale. Problème, les joueurs, dans leur enthousiasme, utilisent un sort de berserker sur leur poulet géant, qui devient incontrôlable et commence à semer le chaos dans le village. Ouh, pas facile aussi. Le poulet géant berserker, moi, il m'a vraiment fait rire. Ah ouais. Deuxième, le concours de cuisine magique. Les joueurs participent à un concours de cuisine où les ingrédients sont tous magiques et imprévisibles. Objectif, préparer le plat le plus délicieux et impressionnant. Problème, en combinant les ingrédients magiques, les joueurs créent accidentellement un plat mangeur d'hommes. La panique s'empare de la salle. Ah ouais. Le plat mangeur d'homme, c'est improbable, ouais, ça c'est dur. Le troisième, c'était la chasse au trésor des lutins. Les joueurs sont invités par des lutins à participer à une chasse au trésor dans une forêt enchantée. Objectif, trouver le trésor avant les autres participants. Problème, les joueurs, en brute forçant une énigme, libèrent accidentellement un esprit farceur. Jean Peeves, qui va les accompagner. C'est pas mal, ça j'aime bien, ouais, c'est rigolo ça. Ça j'aime bien. On a fait cela. Ah, 6. Le concours de beauté des plantes. Les joueurs participent à un concours de beauté où les concurrents sont des plantes magiques. Objectif, faire gagner leur plante en la rendant la plus belle possible. Problème, en embellissant leur plante, les joueurs utilisent une potion interdite qui fait pousser des tentacules agressifs sur leur plante. Pas mal. Alors, 8. Le festival des farces. Les joueurs se retrouvent dans un village où le festival des farces est en cours. Objectif, réaliser la meilleure farce pour gagner le titre de roi des farceurs. C'est trop Problème, bien, ça.
la farce des joueurs est si puissante que le village éclate de rire, semant un chaos tel que le dieu du chaos lui-même vient dans le village. Bah, moi, j'aurais fait un truc simple. Hein. J'aurais dit le dieu du chaos arrive. Qu'est-ce qui vous fait autant marrer? Racontez-moi votre meilleure blague. Et puis, si ça me convient, vous vivez. Sinon, vous venez avec moi dans le monde du chaos. Si votre blague me fait rire, vous venez avec moi dans le monde du chaos. Si votre blague me fait pas rire, je vous ferai torturer pendant des millénaires. Exactement. Ah Mais dans le royaume It's du a chaos trap. aussi. Et moi, je viens de me marrer. Le 9, vous l'avez. Le 10, c'était le tournoi de chevalier en carton. Contexte, les joueurs participent à un tournoi où les armures et les armes sont en carton. Objectif, gagner le tournoi sans détruire son équipement. Problème, un des joueurs ingénieurs fabrique un vrai pistolet en carton et tire sur son adversaire, déclenchant l'indignation et une émeute des spectateurs à l'encontre du groupe. Pas mal. J'aime bien. C'est rigolo aussi. Voilà, donc c'était les différents que vous pouviez avoir, comme ça le chat les a aussi entendus. Et je vais regarder du coup Voilà. où on en est du vote. Ah, ça aurait Franchement, ça va. J'ai pas de regrets sur Ça va. sur mon truc. Ça va. Je suis contente aussi. Avec Oh. le truc en carton, tu fais agir la pluie. Pour je pense. l'instant, je suis grand dernier. Allez les gens, Oh on non. vote, on vote, on vote. Non, il n'y a rien de grave là-dedans. J'ai eu une situation très facile. C'est normal qu'il n'y a pas de ressenti. Non, mais C'est surtout que t'es passé en premier, donc les gens ont oublié plus. ce que t'as C'est dit, vrai, et résultat, ça donne plus de lumière aux autres dans la mémoire des gens, voilà. C'est vrai, c'est vrai. C'est toi qui nous a inspirés aussi, c'est pour ça. Voilà, tu nous as donné la marche à suivre. Alors l'avantage de passer en premier, c'est que tu pouvais vraiment te concentrer, t'avais pas de distraction vraiment pour y aller. Tout à fait. Le ouais. désavantage, c'est que t'es celui au moment du vote qui est le plus lointain pour eux. Exactement. Mais c'est aussi pour ça, moi, que je me suis mis en premier, c'est parce que je voulais pas forcément que eux, ils se retrouvent à faire la situation et à être en difficulté dès les premiers. Je préfère me sacrifier et laisser le fun aux autres. Et c'est Cernan le gagnant, et c'est mérité. Et Cernan, félicitations pour ta victoire pour ce premier jeu de Deletam Revenge. Tu as Le gagné. relatif de la reine. Beaucoup de respect de la part des gens du chat. Merci beaucoup. Bah, tout le monde était cool en vrai. Et c'est là que c'est marrant et c'est intéressant comme jeu, parce qu'on voit les manières de maîtriser différentes de chacun. Et Complètement. Moi, ce que j'adore, c'est que je t'applaudis, mais je sais absolument pas ce que t'as dit. terrible. Ça se trouve que en replay, tu vas dire, mais c'est de la merde en fait. Mais pourquoi ils ont voté pour lui? Pourquoi ils ont voté pour lui? Ils ont Ah, voilà, le chat. Hein. Voilà, en attendant le chat, j'espère que ce petit jeu vous aura plu aussi, vous aura un petit peu diverti. Et on va pouvoir reprendre du coup sur les discussions de l'émission et le sujet, débuter en tant que MJ.